Salut les gens, c'est Eric et vous écoutez ou vous regardez le jeu de rôle en mode facile, les moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, un entretien avec Kellen, auteur, éditeur, traducteur. Nous avons passé plus de 2 heures à discuter ensemble de ses créations, de ses traductions, de son processus créatif. C'est quelque chose de vraiment très intéressant. Malheureusement, je préfère vous prévenir à l'avance, il y a eu un petit souci lors de l'enregistrement. Je ne sais pas si c'est mon micro qui a eu un souci ou si c'est OBS en lui-même, mais j'ai perdu tout le son de ma voix. Par conséquent, comme c'est quand même très intéressant, je vais vous le proposer, mais j'ai décidé de me re-enregistrer pour faire les questions en fonction des réponses de Kellen. Voilà, ça sera un peu plus haché, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop, mais j'espère que vous aimerez quand même parce que c'est vraiment très intéressant. Je vous embête pas plus et je vous dis à tout de suite pour l'entretien avec Kellen. Bienvenue Kellen et merci d'avoir répondu à cette invitation, à cette sollicitation de ma part. Je suis désolé, j'ai coupé la partie où tu me réponds merci machin et on se fait les politesses parce que c'était un peu compliqué pour le montage. Mais pour commencer, pour ceux et celles qui n'auraient pas la chance de te connaître, peux-tu nous présenter ce que tu fais, depuis combien de temps et quel est en gros ton parcours rôliste, s'il te plaît? Je fais ça, donc vraiment d'un point de vue professionnel, hein. Je fais partie de ces fous qui sont vraiment lancés professionnellement là-dedans, depuis fin 2015, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai d'abord, lancé un Tipeee Patreon et puis, avant de faire un financement participatif avec The Sprawl. C'est peut-être pour ça que je suis le plus connu, je pense. The Sprawl, c'est un peu le plus gros succès, que dans mon catalogue, donc The Sprawl qui est un jeu de rôle cyberpunk, j'aurais tendance presque à dire l'un des meilleurs JDR cyberpunk disponibles actuellement. Et entre-temps, donc depuis presque 10 ans, j'ai pu sortir notamment Dominion, jeu de pouvoir et maison noble, donc qui permet plus de faire de l'intrigue, du politique, un peu dans un univers à la Dune ou Fighting Suns. Là aussi propulsé par l'Apocalypse, ce qui permet de pas être forcément des Machiavel en puissance, mais d'avoir quelque chose de beaucoup plus fun en termes de jeu de rôle. Récemment, j'ai sorti Passion de las Passiones qui émule les telenovelas, qui est un jeu absolument génial, dont je crois que c'est en 2017 qu'il y avait une version qui avait commencé à être diffusée, auquel on avait joué. Et après de longues années, le temps que ça sorte en VO, j'ai enfin pu le sortir là, très, très, très récemment, il y a quelques mois. Et ça, c'est vraiment que du bonheur qu'il soit enfin disponible. Et c'est vraiment un super jeu, hein, même si tout le monde dira: «Telenovela, ça doit être n'importe quoi», mais en fait non, non, il est vraiment extrêmement solide et extrêmement fun à jouer. Donc voilà en gros à peu près, alors après, mon catalogue est quand même un peu long comme le bras malgré tout. Je sors des fois des gros jeux. J'évite de sortir des petits jeux parce que ça marche assez peu en fait, par rapport au l'investissement en termes de temps que je passe pour la création même d'un petit jeu finalement. C'est pas très rentable en règle générale. Du coup, j'ai plutôt tendance à sortir des gros jeux. J'ai même d'ailleurs plutôt tendance à sortir des traductions, puisque pareil, en termes de temps, parce que moi du coup, c'est mon boulot, donc il faut que ce soit un peu rentable quand même d'une certaine manière. Et en gros, les traductions, comme ça bénéficie d'un effet de reconnaissance, puisque la VO existe et est connue, c'est plus rentable en fait que de passer énormément de temps à concevoir un jeu et à le sortir. Donc du coup, un peu par dépit, je suis un peu obligé de sortir des gros jeux, et plutôt de faire des traductions, quoi. Voilà. Mais des fois, quand même, je me fais un petit plaisir et je sors soit des petits jeux, soit des créations. J'imagine que dans le cadre de la traduction, tu dois quand même reverser une partie de tes gains à la personne qui détient les droits sur la licence, le jeu que tu traduis. Est-ce que du coup, faire de la création, ce serait pas quelque part moins cher? Ouais, mais pas suffisamment en fait, puisque de toute façon c'est du proportionnel, donc c'est effectivement c'est plus rentable par rapport à enfin, tout le boulot que tu vas devoir, faire pour faire de la création, puisque, c'est pas juste, donc en tant que créateur, effectivement, on va gérer le texte, effectivement, puisqu'on conçoit le jeu, donc déjà ça demande pas mal
pas mal de temps pour tout ça. Mais tu dois aussi créer des ressources graphiques, tu dois aussi enfin, je veux dire, le jeu de rôle est quand même une œuvre composite assez complexe. Il faut avoir plein de compétences et plein de talents différents et du coup, faire de la création, bah, c'est extrêmement cher, en fait. Et comme moi, je suis un indé, comme je fais des jeux qui sont un peu alternatifs, genre, je c'est pas du Donjons& et Dragons, je vais pas vendre des dizaines, voire plus de milliers d'exemplaires. Donc c'est un pari relativement risqué. Après effectivement, en plus, moi je fais de l'impression à la demande, donc ça va ce qui vient encore plus diminuer ce qui rajoute davantage le côté indé et donc le qui diminue un peu le nombre de ventes, je pense. Ouais, en gros, tu as, l'analyse que je fais, c'est plus rentable pour moi de bénéficier des gens qui attendent la VF d'un produit, d'un jeu de rôle, et de le sortir la VF, quoi. Sachant que j'essaye, quand c'est possible, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours possible, hein, parce qu'effectivement il y a quand même une notion il faut que la traduction soit fidèle des fois, donc tu peux pas faire forcément tout ce que tu veux. Mais j'essaye des fois d'améliorer le produit en VF pour que ça ait du sens pour les gens de racheter la VF, surtout s'ils ont déjà la VO. Du coup, comment tu choisis les jeux que tu vas traduire? Tu regardes un peu le potentiel du jeu, combien il a fait de téléchargements sur Itch.io, la version anglophone, combien il y a eu de ventes, s'il y a un financement participatif, combien il a rapporté, ou tu regardes si toi le jeu te plaît et qu'est-ce qu'il va t'apporter à toi en tant que joueur ou meneur de jeu. Un peu les 2 quand même. Il faut que ce soit clairement un coup de cœur. Enfin, je veux dire, il faut que je trouve le jeu bon, pour m'y intéresser. Je veux dire, tu vas passer quand même pas mal d'heures dessus. Donc, si c'était juste pour la thune que tu fais ça, enfin, ce serait saoulant. Et puis comme de toute façon, tu sais que ça va pas forcément être particulièrement rentable, autant faire quelque chose qui nous plaise. Donc, ouais, donc j'ai tendance à effectivement à choisir, heu quand même un jeu qui va me plaire, un jeu que je trouve, intéressant, qui apporte quelque chose, je vais considérer que c'est important qu'il soit à disposition du public francophone. Mais bah, oui aussi, il y a quand même des enjeux, financiers derrière, quoi. Donc clairement, si c'est un jeu qui est, dans un second temps, il y a quand même, ouais, effectivement des considérations financières. Si c'est un jeu où je sais qu'il va pas du tout se vendre, qui est, heu ouais, trop de niche, Est-ce que ça arrive que des gens te fassent des suggestions, genre tel ou tel jeu, on en parle beaucoup et tout est génial, et tu devrais le traduire, s'il te plaît, Kelren, traduis-le. ouais, ouais, mais c'est clair que c'est très important parce que bon, je fais un peu de veille, voilà, mais je suis aussi rôliste, hein, je joue donc c'est aussi ma passion, hein, effectivement, c'est aussi un hobby, donc du coup, je joue pas mal, mais c'est clair que tu peux pas tout suivre non plus, quoi et du coup, de voir qu'il y a donc c'est très cool quand il y a des gens qui te disent: «Ah, il y a ça qui est intéressant». Je sais notamment sur certains forums, il y a des gens, la traduction serait de tel jeu, on aimerait bien l'avoir et cetera et cetera. Je suis ça beaucoup parce que, effectivement, c'est des fois des jeux que tu repères pas parce que, bah, il y a tellement de jeux qui sortent en fait que forcément, tu peux pas tout voir, quoi et donc ouais, je suis très preneur de ça parce qu'effectivement, si ça combine bien, s'il y a une demande et si en plus, c'est un coup de cœur, bon, bah, voilà, c'est parti, on va aller essayer de négocier les droits auprès de la VO. Du coup, quand tu négocies les droits avec les détenteurs ou détentrices de la VO, ça va, c'est pas trop compliqué, ça se passe bien. Ouais, ouais, clairement. Après, c'est vrai que c'est pas toujours évident encore une fois. Je suis un petit indé et le marché, en tout cas en tant qu'indé, on va être clair, hein, donc je suis vraiment un petit et du coup, quand on va s'adresser à certains éditeurs donc en VO qui sont donc souvent anglophones, parce que moi je traduis, effectivement des jeux depuis l'anglais. Ils ont pas la même, vision du marché que nous. Ils sont sur un plus gros marché et donc du coup, des fois, ce qu'ils demandent, c'est juste pas possible. Donc il y a clairement des éditeurs, je sais que c'est même pas la peine d'aller, je suis allé leur demander des trucs et en gros, les conditions qu'ils demandent sont juste pas possibles pour moi. Ouais, pour moi. Après, voilà, il va y avoir des plus gros indés que moi et les grosses boîtes qui pourraient être capables de le faire. Évidemment, du coup, en général, c'est pas des jeux qui les intéressent, mais voilà, mais en tout moi, à mon petit humble niveau,
Je sais qu'il y a voilà, il y a certains éditeurs qui vont c'est pas la peine. Donc En parlant du marché anglophone, est-ce que tu es impliqué dans les différentes communautés rôlistes anglophones? J'ai déjà entendu parler de Zone Outlet ou ce genre de communauté anglophone. Est-ce que tu es impliqué dans ces milieux-là? Est-ce que tu discutes avec les gens, les éditeurs, les auteurs? Est-ce que tu traînes un peu tes lettres dans le milieu rôliste, indé ou pas d'ailleurs, anglophone? À une époque, ouais, j'étais pas mal impliqué, et puis je le suis un peu moins. En gros, ça date un peu de l'époque de Google+, quoi. Et c'est vrai que depuis que Google+ n'existe plus, je suis un peu moins présent sur la communauté anglophone. Du coup, c'est aussi pour ça que, peut-être que parce que j'ai fait quelques contributions en anglais, et du coup, c'est un peu plus compliqué. Hem, mais c'est vrai que même si on est sur, genre Twitter, Blue Sky, Mastodon et cetera, il y a on est quand même dans un petit milieu, et donc ça c'est quand même relativement facile d'aller parler avec les gens, surtout quand on est vraiment sur des jeux. Enfin, en gros, quand l'éditeur, c'est l'auteur, bon, enfin voilà, il y a pas de il y a vraiment en règle générale pas de souci. Mais même des éditeurs, tu peux aller finalement relativement facilement leur parler. Surtout que comme ça fait presque 10 ans que je fais ça et que je commence à avoir enfin voilà, je sors pas non plus complètement de nulle part, même si je pense que bon, ils me connaissent, pas vraiment et enfin clairement ils me connaissent pas mais bon, voilà, ça permet quand même de la petitesse du milieu permet enfin la promiscuité du milieu permet de finalement d'aller taper à n'importe quelle porte, c'est relativement accessible quoi donc ouais non, je suis plus tellement sur des communautés, anglophones. J'essaye d'éviter justement de passer trop de temps sur les réseaux, parce que ça bouffe tout ton temps et toute ton énergie donc même si c'est un des avantages en termes de communication quand même, ce qui est et c'est assez important justement pour un éditeur et surtout pour un indé, mais donc je suis un peu obligé d'en faire quand même, mais ouais, j'essaye de me limiter et d'être plutôt sur la communauté francophone. Tu traduis les jeux des autres de l'anglais vers le français. Est-ce que tu as déjà eu l'idée de traduire un de tes jeux en français que tu as créé vers l'anglais pour, je sais pas moi, toucher un nouveau marché? Non, 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 effectivement. Alors, bah, en fait, on déconseille ça. C'est-à-dire que normalement tu tu pas censé, enfin, en gros, quand tu es capable de traduire donc moi je suis pas anglophone, natif, hein, c'est pas ma langue maternelle, hem et du coup, c'est plus compliqué et ce serait pas forcément, très agréable à lire pour des anglophones natifs. Hem, après se pose aussi la question du c'est pas le même marché. Et du coup, je suis pas connu donc sur le marché anglophone, et ce qui veut dire que les gens n'achèteraient pas enfin j'ai pas d'impact, j'ai pas un réseau, dans le monde anglophone. Donc, je serais assez intéressé de savoir, par exemple, des gens qui, comme Com ou comme Vivien qui ont effectivement qui ont porté leur jeu, sur le marché anglophone. Comment ça se passe pour eux? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils conseilleraient particulièrement? Parce que voilà, moi je suis pas persuadé que ce soit, ça demanderait un gros investissement en fait, en termes de temps, pour être présent et connu sur le monde anglophone, pour pouvoir ensuite porter tes jeux dans ce monde dans ce sur ce secteur-là quoi, en gros. Mais, ouais, là actuellement, ce serait plus rentable clairement. Ce serait un plus grand marché, donc ce serait plus intéressant pour moi je pense directement en fait, de sortir des jeux en anglais plutôt que des jeux en français. Mais étant francophone, voilà, c'est la communauté dont je fais partie et donc c'est plutôt là où je sors mes jeux. Mais ouais et du coup donc normalement tu traduis pas, pour des vers une langue dont tu pas natif, quoi. Donc voilà. Même si je pense que mon niveau d'anglais est pas mal, mais je pense qu'un anglais, qui le lirait serait quand même un peu gêné, quoi. Et du coup, il n'y a pas d'éditeurs ou d'indés anglo-saxons qui t'ont contacté pour traduire un de tes jeux pour le marché anglophone? Non, je pense qu'il y a assez peu enfin, non, effectivement et je suis pas persuadé que les anglo-saxons, connaissent tant que ça encore une fois, les plus petits marchés, quoi et donc du coup, les sorties dans le monde francophone, je pense que ça
ça doit leur passer à côté, ils doivent passer à côté. Donc ça peut arriver, il peut y avoir des petites exceptions, enfin je veux dire, il y a quelques jeux de rôle francophones qui ont été portés en anglais, ch principalement plutôt pas chez les indés quoi, si on doit penser à quelques succès. Mais, mais voilà, c'est vraiment des gros jeux et du coup c'est encore une fois, c'est pas à mon niveau quoi. Donc, je passe sous le radar. Eric Nudan, lui, avait carrément écrit Maketo Monster, un superbe jeu OSR que j'aime beaucoup, directement en anglais, et il l'a traduit vers le français bien plus tard. Est-ce que c'est un truc qui tirait, toi, de créer directement en langue anglaise? Ouais, mais bon après c'est clair que c'est ce qu'il y a presque de mieux à faire quoi. Mais après, bah, voilà, Eric il a un peu plus de poids, que moi quoi et donc il est un peu plus anglophone que moi aussi je pense quand même. Du coup, Dominion ne sera qu'en français. C'est un jeu éminemment politique. Dans un milieu, moi j'ai déjà entendu beaucoup de personnes dire pas de politique dans mon jeu de rôle, j'aime pas les jeux de rôle politiques. Pourquoi un jeu politique? Qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la politique dans le jeu de rôle et de faire des intrigues politiques surtout? En fait l'idée c'est de ouais justement de rendre fun le côté politique, que ce soit pas trop prise de tête. Donc Dominion, si on doit remonter à la genèse du projet, en gros, on jouait pas mal à Imperium, qui est un jeu de rôle amateur d'Olivier Legrand, qui est donc basé sur l'univers de Dune, qui est très bien si vous voulez faire du Dune, avec un système tradi que je conseille, qui est plus gratuit, hébergé sur la cour de Béron normalement. J'aime beaucoup personnellement Olivier Legrand. Je trouve qu'il a vraiment un don pour adapter des licences. Il va vraiment prendre tout le sel d'un univers, que ce soit d'une ou d'autre, et l'insérer dans ses jeux de rôle traditionnels avec souvent beaucoup de travail, beaucoup de recherches encyclopédiques avec parfois des bouts d'univers dedans qui peuvent même plaire aux amoureux de la licence qui font pas de jeu de rôle, quoi. Bien sûr, clairement. Bah, de toute façon, c'était vraiment le cas. Il y a un énorme boulot, il y a énormément de suppléments. Ouais, clairement une valeur sûre, donc si vous connaissez pas, je vous invite, c'est vraiment et en plus, c'est disponible gratuitement, donc il y a aucune raison de pas se renseigner là-dessus. Mais effectivement, le système de jeu est quand même tradi. Donc ça là-dessus, bon moi j'ai joué depuis pas mal de temps, clairement, mais voilà, j'ai fait le tour du tradi. Pour moi, c'est bon, c'est fini, ça m'intéresse plus trop. Heu et hem bah, en gros, les jeux propulsés par l'Apocalypse, correspondent vraiment bien à ce qui m'intéresse et à ce que je recherche en jeu de rôle. Ça reste relativement tradi finalement, en termes de partage de l'autorité narrative, souvent par un MJ, enfin voilà, les PJ gèrent les PJ, le MJ gère le monde, les PNJ, tout ça, donc ça reste relativement simple, relativement tradi, mais c'est du bon tradi en quelque sorte avec des bonnes pratiques et surtout un système de jeu, des mécaniques, un système de résolution qui s'intéresse à la narration, en fait. Donc ça cadre vraiment bien avec tout ce que j'aime. Et je me suis dit, donc à l'époque, il y avait Legacy qui était sorti dans sa première édition, qui permettait, donc il y a un autre jeu propulsé par l'Apocalypse, qui permet de jouer en gros, des maisons concurrentes, on va résumer, ça, ou des familles concurrentes dans un monde post-apocalyptique et de reconstruire en fait le monde. Il y a eu une deuxième édition depuis, pour laquelle j'ai contribué d'ailleurs, en VO. Mais la première édition, il y avait, il y avait des soucis, ça marchait pas vraiment bien, en fait donc du coup, ça a nourri toute ma réflexion, donc les ces campagnes d'Imperium, Legacy pour proposer quelque chose effectivement, un jeu propulsé par l'Apocalypse. Donc je l'ai d'abord sorti sur mon Patreon Tipeee, si je dis pas de bêtises, une version HCAN comme on dit. Donc une version un peu, à proof of concept quoi, vraiment un truc, une ébauche. Du coup, dedans, il y avait quoi? Juste des livrets de personnages et quelques manœuvres? Ouais, c'était un peu plus, je pense quand même, un peu plus détaillé, mais enfin voilà, il manque quand même, c'est pas un bouquin de 250 pages qui comprend un peu tout ce qu'il faut, quoi. Il y avait, voilà, il y avait c'était light, il manquait des trucs et puis, du coup, ça permettait éventuellement de voir si ça tournait vraiment bien. Ça permet aux gens éventuellement de me faire des retours et cetera et cetera. Donc ouais, il a dû sortir peut-être en 2018. Je pourrais presque vérifier ça, mais en gros dans ces eaux-là, quoi. Et puis, bah, j'ai fait un financement participatif derrière pour avoir voilà, pour proposer un vrai jeu de rôle, avoir des illustrations et cetera et cetera. Du coup, beaucoup de chance. Je trouve le bouquin est très joli, justement, puisque je savais bien,
c'était mon deuxième gros projet, en gros, après The Sprawl. Donc The Sprawl a un peu, j'ai un peu appris toutes les erreurs. Enfin bon, j'avais déjà un petit peu d'expérience quand même, donc ça, j'en ai pas trop fait, je pense, des erreurs. Mais voilà, mais en gros, avec Dominion, j'avais tout ce qui était Lulu et compagnie, je savais de ce dont j'avais besoin. Enfin voilà, j'étais dans les clous pour tout, quoi. J'avais aucun souci à prévoir tout ça. Genre les fonds perdus, par exemple? Bon, ça c'était ça faisait partie des choses que je maîtrisais déjà d'avant, mais typiquement, effectivement, le fait que quand tu la façon dont ça sort ensuite par rapport à une fois que tu passes par Lulu, tu as une différence entre ton fichier de maquette et la façon dont Lulu va l'imprimer. Et donc, typiquement, tu sais qu'en termes de maquette, finalement, il y a peut-être des bonnes idées sur le papier, en disant: «Voilà, je vais faire comme je vais faire ça, je vais faire comme ça». Tu te rends compte que bon, bah, on va peut-être simplifier en fait, parce qu'il y a tu peux pas forcément faire des folies, et il vaut mieux éviter, voilà, il y a certaines choses peut-être à éviter. Donc Dominion en a énormément bénéficié. Du coup, j'ai réajusté pas mal de trucs et ouais et donc ça a été, effectivement, ça a été, Dominion a été un projet de ouais, effectivement, mon grand œuvre en quelque sorte pour jouer politique, dramatique, une sorte de dimension shakespearienne dans l'espace avec effectivement ces trahisons, ces personnages heu, qui sont, qui sont faillibles en fait. C'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que souvent quand on joue politique, il y a cette impression qu'il faut jouer des personnages qui sont super intelligents, qui jouent aux échecs sur plusieurs dimensions et cetera et cetera. Tout ça, on y a joué, on le connaît et c'est cool, mais c'est horrible en fait. C'est très, très chiant, quoi. Enfin, moi, ça m'amuse pas du tout. Et déjà, donc, effectivement, les systèmes Apocalypse permet de faire des flashbacks, permet de faire permet de gérer énormément de choses, donc de décharger, énormément le travail du joueur, enfin, de la joueuse. Hem, mais, mais en plus de ça, ouais, de faire des flashbacks et cetera. Enfin, on peut prendre en main la narration et faire des choses assez sympas. Et puis, ouais, surtout, moi, il y avait un peu cette idée de pas forcément, de rajouter une dimension dramatique, pour avoir vraiment des personnages dont c'est OK si, on sait de base que leur destin va être probablement tragique. Donc il y a pas cette volonté de perdre énormément de temps dans de la planification, dans essayer de jouer pour prévoir tout ce qui peut mal se passer, pour prévoir tous les obstacles et cetera et essayer de se prémunir d'absolument tout. Non, ils sont de toute façon, on sait que ça va mal se passer, ça va mal finir pour eux, donc c'est pas la peine de se prendre la tête là-dessus et c'est beaucoup plus fun, en fait, je trouve, de raconter ce genre d'histoire. Hem et en plus, j'aurais tendance à dire d'une certaine manière, un peu en scred, de jouer pas forcément des personnages, de faire réfléchir sur la politique, en fait, pour que les joueuses, réfléchissent un peu sur la politique et sur le fait ils soient mis, à la place de personnes qui ont le pouvoir, qui, en gros, oppriment un petit peu quand même les populations qui gouvernent. Même si c'est un peu sous-entendu, mais enfin, au final, petit à petit, tu vas de plus en plus avoir des questionnements sur le pouvoir et sur ce que tu vas faire avec et je dis, en parlant de Dominion, je dis en gros, en secret, c'est un jeu sur la lutte des classes. Et donc voilà, donc c'était effectivement, pas mal de ouais, d'envie de différentes choses que j'ai pu, assemblées dans Dominion. Donc c'est un peu mon jeu de rôle, de cœur en termes de création, je pense. En plus des peuples que l'on va gouverner au travers de la maison, il y a aussi des histoires de pouvoir entre les différents personnages des joueuses, il me semble, puisqu'on peut avoir des plébéiens, des patriciens, il y a peut-être même un chef de maison. Bref, il y a aussi quelque part des intrigues politiques au sein du groupe de joueurs. Ouais, c'est ça. T'as bah, en fait, ça fait partie des questionnements qui sont pas gérés par le système de jeu, mais en fait, c'est des choses qui vont forcément émerger, des questionnements qui vont forcément émerger. Parce que en règle générale, tu vas avoir un chef. Enfin, tu vas vraiment avoir la personne qui dirige la maison.
Tu vas avoir effectivement des nobles, donc qui sont d'une classe, sociale supérieure et tu vas avoir les plébéiens qui sont certes, donc dans une classe inférieure, mais qui vont par rapport à la population, en fait, qui sont quand même un peu des privilégiés, quoi. Donc heu très souvent, tu vas avoir quand même des gros questionnements de lutte des classes, genre: «Est-ce que enfin, si on fait ça, est-ce qu'on n'est pas des salauds?» Enfin, ouais, des révolutions. Enfin, il y a eu plein de choses très sympas sur des parties, avec des fois des questionnements sur où tu te situes dans tout ça, quoi, sur les luttes sociales et également à un niveau individuel, en fait, puisque, bah, en gros, tu as cette position, mettons, où effectivement cette hiérarchie. Donc tu vas devoir, des fois, tu te donnes plus ou moins des ordres. Alors ça reste une partie de jeu de rôle, donc du coup, il y a pas une vraie, il y a quand même un peu de d'agentivité malgré tout. Les trucs cool dont tu parles, les révolutions, les trucs comme ça qui sont arrivés au cours de tes différentes parties de test, est-ce que c'est quelque chose qui est prévu par le jeu, poussé par le jeu, encouragé par le jeu, ou c'est quelque chose a vu le jour de manière totalement spontanée et émergente? Alors j'avais pas forcément prévu exactement genre: «Ah, il va se passer tel, je sais pas, tel questionnement, ouais, voilà. Ça ça faisait pas partie des choses que j'allais forcément prévoir, c'était pas le but. De la même manière, c'est pas vraiment en tant que tel, tellement dans les mécaniques. Il y a pas vraiment de mécanique quand tu donnes un ordre à quelqu'un et que, il le refuse ou quand enfin bref, mais par contre, il y a clairement justement, il y a quand même il y a quand même les classes sociales en fait il y a une mécanique là-dessus, quoi et donc du coup, c'est un peu en creux, des mécaniques en creux principalement et donc qui amènent effectivement ces questionnements. Mais en gros, je crois que c'était, justement Vincent Baker qui parlait un peu de ça, du fait que tu vas avoir du jeu en creux, et que du coup, t'as pas forcément le jeu ne va pas forcément avoir des mécaniques qui vont gérer ça, mais ça va forcément parler de ça à un moment donné, et donc ça va émerger. Donc c'était un peu ce à quoi je m'attendais et donc ouais, je suis assez content quand ça arrive. Mais effectivement, c'est clair que tu peux avoir des gens qui passent complètement à côté de l'aspect politique, vraiment politique du jeu, et mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Du moment qu'ils s'amusent, c'est le plus important. Du coup, si je résume, tu as créé Dominion parce que un, il te manquait un jeu de rôle dans l'univers de Dune avec des mécaniques moins traditionnelles. 2, tu avais envie d'un jeu éminemment politique qui interroge sur les classes sociales, c'est ça? Bah, c'est clair qu'il y a souvent des inspirations d'œuvres et du coup, tu as envie ouais, il y a quelque chose qui t'a marqué et tu as envie de le retranscrire dans un jeu, quoi. Après peut-être que en fait, c'est des jeux qui existent déjà, mais bon après, voilà, on peut pas connaître tous les jeux non plus. Donc ouais, j'avais effectivement un manque vis-à-vis de Dominion, donc c'est pour ça que je l'ai clairement créé. Et puis, en plus, c'est pas juste un manque personnel, je pense que ça peut intéresser d'autres personnes. Et donc, ouais, je pense que c'est un manque à combler en quelque sorte. Mais après, si je regarde rapidement ce que j'ai pu sortir comme jeu, hem, ouais, après, c'est vrai que c'est souvent encore une fois, on retombe un peu sur l'espèce de coup de cœur, quoi. Il y a quand je me suis intéressé à Sig, la Cité des Lames, par exemple, c'est parce que j'aime beaucoup Planescape, Passion de las Passiones. Alors, typiquement, Passion de las Passiones, je connais pas du tout les telenovelas en vrai, mais ouais, même pas. Je pense pas que ce soit grave en vrai. Le jeu, par ses mécaniques super intelligentes, émule tellement bien les telenovelas que t'as pas vraiment besoin d'en avoir vu en fait. Les mécaniques font que ce genre d'histoire va émerger et puis après bon voilà. J'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal de choses qu'on retrouve traditionnellement dans les telenovelas et qu'on va retrouver ailleurs. Par exemple, toute cette partie dramatique, toute cette partie trahison, tu peux très bien la voir dans du jeu adolescent, tu peux très bien la voir dans du Buffy contre les vampires, tu peux très bien la voir dans plein d'autres univers différents et même pour une référence un peu plus franco-française, moi ça me fait penser également aux séries AB Productions, Hélène et les garçons, Dumais et les abeilles et tous ces trucs qui passaient à la télé quand moi j'étais gosse. Et justement, je suis assez curieux donc le supplément en VO est pas encore sorti, donc du coup je peux pas encore techniquement le traduire puisqu'il est pas encore sorti. Donc j'ai pas encore la main dessus. Mais justement, il fait énormément de variations là-dessus. Il va rajouter, du genre du super-héros, il va rajouter, enfin voilà, donc ça permet de montrer qu'il y a
Donc le bouquin de base est vraiment sur de la telenovela vanilla en gros, mais du coup le supplément vient enrichir énormément et montrer qu'il y a une richesse en fait, une diversité assez impressionnante. Là, je viens de rendre donc un cadre de jeu, ça fonctionne un cadre de jeu, c'est pas vraiment des scénarios, c'est plutôt des cadres de jeu. Un cadre de jeu qui exploite la matière de Bretagne pour, avec le système de Passion de la Passionesse, tu vois? Avec cette espèce de triangle amoureux entre Arthur, Guenièvre et Lancelot, avec Guenièvre qui est vraiment au centre, en fait, en ayant éventuellement 3 PJ supplémentaires, donc qui sont Morgane et Merlin, et donc du coup, ça peut être un bordel fini. Mais du coup, c'est sur la matière de Bretagne. Il n'y a pas besoin finalement de connaître les telenovelas si tu as une connaissance de la matière de Bretagne. On se rend compte que ça fonctionne parfaitement pour émuler ça. Ça se retrouve partout en fait. C'est pas juste les telenovelas. Contrairement à ce que je croyais au début, et Telren, tu m'as corrigé, mais j'ai dû le supprimer lors du montage, The Sprawl n'est pas une création de ta part, c'est une traduction, un jeu d'Emmerich Cameron. Néanmoins, comme tu es passé par un financement participatif, que ce dernier a assez bien marché, tu as rajouté un supplément, 400 pages, il me semble, d'univers, de lore, une pure création francophone qui va permettre de rajouter du lore, de rajouter des missions, de rajouter tout un tas de choses, on va en parler ensemble, pour The Sprawl. Et ma première question un peu naïve par rapport à ce supplément, c'est que est-ce que je peux le prendre tel quel et l'utiliser pour mon jeu cyberpunk préféré qui ne serait pas The Sprawl. Imaginons que j'ai un autre jeu de rôle cyberpunk que j'aime beaucoup, qui n'est pas The Sprawl. Est-ce que Metapol va pouvoir me servir? Ouais, bah, après j'aurais tendance à dire, je pense qu'il c'est à je c'est enfin, je sais pas à quel jeu cyberpunk vous pensez, mais, basculer sur The Sprawl, je pense que ce sera déjà mieux. Mais même si vous êtes vraiment attaché à c'était un vous, voilà, je sais pas dans ce vous, genre cette personne, ces personnes-là qui se disent: «Voilà, je suis intéressé par Metapol». Alors après, c'est pas non plus réalité augmentée. Réalité augmentée, du coup, c'est vraiment une aide de jeu, cyberpunk, pour tout système, et donc du coup, ça fonctionne, c'est vraiment pour aider le MJ à rajouter des descriptions, c'est des tables aléatoires, et cetera, et cetera. C'est très cool, mais, et là, du coup, c'est vraiment, hem, peu importe le système. Ouais, voilà, c'est ça, c'est agnostique. Metapol, par contre, effectivement, est un peu plus, est vraiment pour the sprawl. Mais le truc, c'est que, finalement, dans la plupart des jeux de rôle cyberpunk, t'as pas vraiment d'outils scénaristiques, et je pense que ça fait partie des choses que tu peux incorporer dans ton jeu cyberpunk sans trop de soucis, quoi. Donc, ça te permet de gérer, ça te permet en gros de reprendre un système, enfin un scénario, que en original, c'est des cadres de jeu avec un scénario. Mais bon, après tu as 2 campagnes aussi dedans, mais, donc on va dire en gros les missions qui sont présentées dans The Sprawl. Je pense que tu peux réincorporer directement, et quitte à incorporer tout ce qui est front, enfin donc c'est des horloges, c'est pas des fronts dans ce scroll. Mais en gros, ouais, tu as des horloges pour gérer les missions. Et je pense que même dans n'importe quel jeu cyberpunk, tu peux le c'est un outil que tu peux réutiliser, puisque c'est un des trucs qu'on n'arrête pas de dire en fait dans les jeux propulsés par l'apocalypse. Il y a plein de choses que tu peux réincorporer dans ton jeu tradi sans aucun souci, et ça va faire mieux tourner ton jeu tradi. Entre Dominion, ta création, ton grand œuvre, et The Sprawl, qui est une traduction que tu aimes également beaucoup, il semblerait que tu jures beaucoup par les jeux propulsés par l'apocalypse. Est-ce que parfois tu t'intéresses à d'autres familles de jeux, à d'autres manières de jouer, ou c'est vraiment PBTA, 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 PBTA? Bah, comme je le disais, j'aime beaucoup les jeux propulsés par l'apocalypse, donc j'en fais pas mal. En règle générale, je suis assez intéressé par un peu tous les systèmes de jeux, qui vont être un peu alternatifs, qui sont sortis. Je me suis aussi intéressé aux jeux Forgés dans les ténèbres. Forgé dans les ténèbres, ça descend de Blade in the Dark, donc tu as traduit le système référence document et qui est disponible sur ta page itch.io ou en impression à la demande. Ouais, du coup, en Forgé dans les ténèbres, j'ai sorti Le Fer et le Froid, qui est un jeu Forgé dans les ténèbres d'espionnage. Je me suis intéressé aussi au jeu Belonging Outside Belonging, donc effectivement avec Flotsam. Pareil, j'étais intervenu sur la VO pour écrire un cadre de jeu. J'aime beaucoup, Flotsam en fait parce qu'il est, les Belonging Outside Belonging à l'époque, j'aurais tendance à dire que c'est même encore un peu vrai maintenant, sont
pas forcément passé complètement dans notre culture, et du coup, c'est assez difficile de savoir comment y jouer. Flotsam explique. C'est vrai que de mon côté, les quelques expériences que j'ai eues avec les Bob, les Belong Outside Belonging, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, c'était pas toujours évident. Un, parce que le jeu n'explique pas forcément ce qu'il attend de chaque joueuse, parce qu'il n'y a pas de MJ, il n'y a pas de hasard, il y a une économie de jetons. Bref, c'est pas toujours évident à se projeter dedans. Et ça, si Flotsam l'explique, tant mieux. L'autre difficulté pour moi, c'était aussi la surcharge cognitive, parce qu'on va jouer notre personnage plus un cadre. On va jouer de l'adversité, on va jouer du décor, on va jouer autre chose qui n'est pas dans notre personnage. Et moi, les quelques fois j'avais essayé avec Salle Heroic Minima, j'avais essayé avec un autre aussi, et à chaque fois j'avais l'impression de devoir trop en faire, d'avoir trop de choses en tête et de devoir faire trop de choses, et c'était pas facile. Ouais, bah ouais. Et puis t'as aussi un peu cette espèce de vide, de possibilités en fait, parce que t'as rien pour te guider. T'as juste vas-y champion, invente quelque chose. Et tu fais ouais, ok, ouais, d'accord, mais ça bloque en fait. Et justement, Flotsam guide là-dessus. Et je trouve que enfin moi ça a été un peu mon déclic pour ces jeux-là. Du coup, ça va beaucoup mieux une fois que tu as le déclic en fait. Après, tu vas beaucoup plus facilement avoir du coup des idées, et tu vas plus avoir ce blocage en fait. Mais typiquement, ça a été un peu grâce à Flotsam. Et c'était un reproche que je faisais aussi énormément pour un peu tous les jeux de rôle sans MJ en gros, puisque très souvent ils te guident très bien pour faire toute la partie de world building, mais au moment où tu dois vraiment jouer, en gros au moment où tu dois justement voilà, faire une scène, souvent c'est vas-y quoi, vas-y. Et du coup, Flotsam n'a pas ce côté-là, il a juste une petite procédure très simple, mais tu vois, qui te guide, et du coup qui permet d'initier les choses quoi. Donc voilà, donc j'avais beaucoup aimé celui-là. Je me suis aussi intéressé tout ce qui est avec le roi est mort, ouais, qui sont vraiment très sympas aussi. Donc ouais, je suis assez curieux en fait de un peu tous les systèmes alternatifs, et j'essaye de contribuer à ce qui se diffuse un peu dans le monde francophone. Voilà. C'est cool. Pour revenir sur Métapole, tu disais 400 pages, il me semble, c'est un gros boulot, c'est bien plus que ce que je pourrais jamais écrire. Tu l'as fait tout seul ou tu t'es fait aider? Ouais, en fait, ça a été financé quoi, et effectivement ça permettait de faire venir pas mal de gens, pour développer, gros le sous-genre, des sous-genres de cyberpunk en fait. Donc ça c'était assez intéressant parce que effectivement The Sprawl a un côté cyberpunk très classique, très vanilla quoi, vraiment très très 80s. Il y a ce côté-là très très classique, très cliché qu'on connaît tous, qui fonctionne très bien en plus. Mais du coup c'est vrai que c'est euh, c'est un sous-genre du cyberpunk, et peut-être que tu as envie de rajouter un peu de la fantasy dedans, peut-être que tu as envie de gérer du téléchargement de conscience, etc., etc. Et tout ça, Metapol en fait le permet quoi. Ça permet de montrer un peu toutes les possibilités, de la même manière que Dossier en souffrance permet de montrer un peu pour les missions, parce qu'effectivement, il y a une structure dans The Sprawl. Du coup, tu te dis, ouais, la mission, elle est vraiment structurée, ça vient de restreindre, du coup, ça vient de limiter. Et du coup, Dossier en souffrance permet de montrer, ouais, tu as cette base-là sur laquelle tu vas pouvoir construire, et regarde tout ce que tu peux faire une fois que tu maîtrises un petit peu cette base-là. Ça a l'air intéressant ça, Dossier en souffrance, c'est quoi? C'est une création francophone aussi? C'est une traduction d'un supplément VO? Dossier en souffrance, c'est une traduction. En fait, en VO, il y a 10 missions et il y en a 14 en VF. Donc, c'est un peu à mi-chemin, quoi. Il y a eu du supplément. Comme c'est des missions, elles sont en régional pas forcément particulièrement, puisqu'elles sont censées se passer dans la conurbation que vous allez créer avec les joueurs. Donc, on peut pas savoir où ça se trouve. C'est-à-dire que le lieu, vous l'avez créé à la table, donc on peut pas savoir où ça se trouve. C'est davantage dans Metapol où effectivement t'as des conurbations qui sont proposées, etc., etc. Mais sinon là on peut pas savoir, hein. Et puis là c'était pas l'idée. C'était vraiment sur les missions, donc voir un peu. Là pour le coup c'est plutôt la co-création de monde en fait, puisque du coup tu crées les corporations, tu crées le monde, la conurbation. Ça a l'air d'être un travail de worldbuilding super intéressant, mais aussi qui peut potentiellement être long. Est-ce que The Sprawl, on peut quand même y jouer en one shot? Moi, je sais que j'aime beaucoup faire des one shots, j'aime beaucoup découvrir des jeux, découvrir des systèmes. Est-ce que The Sprawl est agréable pour du one shot ou est-ce que
il est préférable de se lancer directement sur une campagne? T'as une, en gros, tu as la fameuse méthode Pimpi. Ça me permet de parler d'Antoine Pimpi. Donc qui avait mis au point justement, qui faisait à l'époque de Google+ et de l'auberge virtuelle, qui faisait jouer beaucoup et du coup qui faisait jouer en one shot. Et du coup, il avait mis au point justement une méthode pour qu'on puisse créer extrêmement rapidement une conurbation pour pouvoir jouer extrêmement rapidement. Donc il y a des conseils effectivement dans Metapol pour jouer en one shot, puisque tu peux jouer en one shot. Mais comme tous les jeux propulsés par l'Apocalypse, effectivement, ça prend tout son sens de jouer en campagne. Mais voilà, si tu veux jouer en one shot, tu peux aussi. Donc grâce à Antoine, qui était, qui est lourdement regretté, mais donc qui sera pour toujours dans le panthéon des créateurs de The Sprawl. Dominion et The Sprawl, c'est fait. Qu'en est-il de tes autres créations / traductions, peut-être un peu moins connues, dont tu aimerais parler? Alors, je vais peut-être pas forcément parler de tous les jeux que j'ai pu sortir. Enfin, tous les jeux. J'en ai sorti quelques-uns sur mon Patreon Tipeee, mais on va les laisser de côté. Qu'est-ce que j'ai pu sortir récemment? Donc comme je le disais, j'arrête un peu de faire de la création, parce que, même si là, c'est vrai que j'ai un peu une idée que j'aimerais bien développer. Donc, effectivement, le projet Silo, puisque la question t'a été posée, on y reviendra peut-être. Ce que j'ai sorti donc récemment, j'ai sorti Même les monstres ont un cœur. Donc dans les derniers, dans le dernier que j'ai, coécrit avec, Peggy Chasseney, donc la Daline, qui en gros est une version donc protocole. Donc protocole, si vous connaissez pas, c'est Gulix qui a sorti en français la gamme protocole. Je connais pas le nom de l'auteur originel, honte sur moi. Du coup, après recherche rapide, les jeux protocoles, l'auteur original, c'est Jim Pinto, via Postfall Games. Pour nous francophones, c'est vrai qu'on le connaît surtout, enfin en tout cas moi je le connais surtout via Gulix, puisque c'est lui qui les a traduits. Et en gros, donc, Protocol, c'est assez cool. Ça permet de faire un peu des scènes cinématographiques et c'est sans MJ, sans préparation. Et en règle générale, c'est des petits bouquins qui, vraiment, genre une quarantaine de pages, quelque chose comme ça, même pas, je crois, qui vont être sur un type d'univers. Donc c'est toute une gamme, effectivement. Il y a un peu tout ce qu'on veut. Il va y avoir du cyberpunk, je pense. Il va y avoir de la fantasy. Il va y avoir moi, j'aime beaucoup le théorème de Chabylev, quelque chose comme ça. Enfin, en gros, ça permet de jouer des gosses avec des pouvoirs qui sont pourchassés par un peu à la Psyrone. Bref, très cool. On a beaucoup aimé avec Peggy. Donc c'est Peggy qui nous y avait beaucoup fait jouer. Et, euh, et nous, on avait un problème, c'est que donc moi, je mène un peu à Monster Hearts, mais on n'arrivait pas à avoir une table de Monster Hearts. Enfin, c'était juste, il y avait une malédiction là-dessus. On n'arrivait pas à avoir une campagne de Monster Hearts. Et avec Peggy, on était extrêmement frustrés là-dessus. Et du coup, bah, on s'est dit, bon, on va devoir faire un jeu qui nous permet de jouer en une soirée à faire du Monster Hearts quand on n'arrive pas à réunir tout le monde, etc. Et donc, de faire du Monster Hearts sans MJ, sans préparation, en une fois, voilà, un petit truc cool. Et donc voilà, ça a été Même les monstres ont un cœur. Donc voilà pourquoi. En général, voilà, je crée parce qu'il y a de la frustration. C'est ça, je pense finalement la réponse. Même les monstres ont un cœur, ça me parle. Peggy Chasseney, il en a pas fait des romans? Ouais, elle a plein de bouquins. Voilà. Donc ouais, les 2 romans de Peggy, donc il y a un troisième, il y a un tome 3. Donc c'est des bons gros bouquins, très sympas sur effectivement qui s'appelle Des ados, de l'amour et des monstres. Hem Effectivement, je crois qu'elle les a écrits après, si je dis pas de bêtises, ou peut-être pendant. Il y a eu une sorte de co-création un petit peu. Voilà, ça faisait partie un peu des choses qu'on avait envie de faire, donc du coup, je crois qu'elle a aussi écrit effectivement des bouquins à côté. Ouais, c'est en août 21 le premier tome, donc elle les a écrits après. Mais ouais, ils sont très sympas. Je conseille. Tu dis que le jeu s'inspire de Monster Hearts. Moi, Monster Hearts, c'est un jeu qui m'a toujours intrigué, que je trouve intéressant, mais qui m'a aussi repoussé, parce que voilà, lorsque j'étais au collège, j'étais pas mal harcelé, tout ça. Et du coup, le fait de jouer des ados toxiques, qui sont des monstres dans tous les sens du terme, c'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis à l'aise, et j'ai jamais joué à Monster Hearts. Est-ce que, même des monstres ont un cœur, est, entre guillemets, plus doux? En fait, c'est surtout que dans Monster Hearts, t'as clairement les livrets de personnages, tu joues des monstres, quoi, mais pas seulement des monstres symboliques et littéraires. Je pense que il y a moins de mécanique en fait. Du coup, je pense que c'est légèrement adouci. C'est-à-dire que tu peux le jouer de manière
J'ai fait des parties qui étaient moins dures quand même, clairement que à Monster Hearts. Donc je pense que ouais, tu peux beaucoup plus facilement te retrouver sur du Buffy un peu plus light quoi. Après ça dépend des saisons de Buffy, mais ouais, en gros ça tu peux faire du facilement du plus light parce que tu as moins de mécanique, moins de trucs comme ça qui forcent un petit peu et enfin, pour moi, c'est tout l'intérêt de Monster Hearts aussi, hein, mais effectivement, si tu veux ça, cool. Tu gardes quand même tu gardes vraiment un voile de genre, effectivement, tu joues un loup-garou, etc. Tu joues donc un peu quand même malgré tout des monstres. Donc aussi un peu symbolique, mais c'est moins chargé. T'as pas la part sombre, t'as pas, enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui ne sont pas reprises. Et du coup, ça va plus être du teen drama avec un voile de surnaturel dessus, quoi. Donc, ça pousse un peu moins à l'espèce d'horreur dans laquelle tu peux sombrer assez facilement avec Monster Hearts. Donc ouais. Après, il y a donc Futur Antérieur aussi. Ouais, ouais, ouais. Bah du coup, ça pareil, Futur Antérieur, qui devient d'actualité malheureusement, puisqu'en gros l'idée c'est euh, d'un point de vue pour tout ce qui est l'univers en gros. L'idée, c'est X-Men Days of Future Past. Donc, c'est vraiment un super-héros qui est envoyé dans le passé pour empêcher l'avènement d'un ordre fasciste là où il est, quoi. Enfin, d'éviter cette catastrophe qui va amener en gros un futur extrêmement apocalyptique, quoi. Ouais. Et d'un point de vue mécanique, c'est les règles de Dogs in the Vineyard. Donc, c'est assez. Encore une fois, ça me permet de faire un peu des expérimentations sur les systèmes de jeu. Et donc, il y a des choses intéressantes dans pas mal de systèmes de jeu. Donc, ça me permet de les reprendre et de les habiller un peu différemment. Et la particularité de Fusion Antérieur, en fait, c'est que à la base, dans la version Patreon que j'ai dû sortir, Patreon typique, j'ai dû sortir avant, si je dis pas de bêtises, c'était assez classique, dans le sens où tu avais plusieurs PJ, et la version finale, en fait, c'est un MJ, un PJ. Parce que, en fait, le système Dogs in the Vineyard tourne mieux quand il y a juste un PJ, en vrai. Donc ça a été. Et puis ça permettait d'avoir un peu plus intime aussi, d'avoir un super-héros qui est envoyé dans le temps et pas tout un groupe, quoi. Donc c'était voilà, donc la version finale est vraiment juste un PJ, un MJ. Hem, donc ouais, ça a été aussi une autre création et il y a Le Fer et le Froid, donc aussi, donc comme j'en parlais, qui était un jeu d'espionnage en gros, qui est pas forcément dans une version complètement définitive. Il faudrait que je le reprenne un petit peu, je pense quand même, il y a quelques petites et en fait, quand j'ai travaillé sur Sigle, la cité des lames, donc qui est aussi Forgé dans les ténèbres, hem, du coup, parce que j'ai fait un gros travail d'édition sur Sig. Du coup, tu disais qu'on s'intéresse plutôt à la création et pas à l'édition, mais typiquement Sig, il y a eu un énorme travail d'édition là-dessus, qui serait aussi très intéressant à discuter. Mais du coup, j'ai vu certaines choses qu'il fallait que je réinjecte dans le fer et le froid. Et le fer et le froid, il y a deux, trois petits trucs qui tournent pas correctement. Mais j'ai assez peu le temps de le playtester. Et du coup, ouais, il y avait des choses qui m'allaient pas complètement. Je pense il y a quelques petits coups de clé à molette par-ci par-là qu'il faudrait que je fasse pour qu'il soit en gros, que je puisse en proposer une version imprimée, plus ou moins finie, finalisée, définitive, emballée, c'est pesé. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas encore totalement le cas. Donc 2 millions, mais ça on en a parlé. Ouais, ça va commencer à être du petit jeu, je pense. Ouais, ça commence à être du petit jeu. Tout ce qui est donjon en kit, les 3 fois 3 minutes décisives et la chute du réseau Fahrenheit, qui sont des jeux un peu à la pour l'arène. Mais donc ouais, voilà, ça commence à être des petits jeux. Donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'en parler. On a parlé de ta casquette auteur, on a parlé de ta casquette traducteur, mais tu es aussi éditeur. Tu peux publier les jeux d'autres personnes. Les Monster Hunter, c'est un peu particulier parce que tu as coécrit le jeu avec Peggy, mais pourquoi ne pas simplement éditer les jeux des autres? Ce serait peut-être moins de travail pour toi? Ouais, alors effectivement, ce serait
plus rentable que quelqu'un arrive et me donne tout un manuscrit et c'est nickel. Je peux ensuite le publier. Donc en théorie, ça le serait, puisque bah en gros, je lui reverserais juste quelques miettes et du coup, tu t'irais bien. Malheureusement pour moi, c'est pas comme ça que je fonctionne en règle générale. C'est-à-dire que, typiquement avec Peggy, on a plutôt un accord qui fait que je lui reverse la moitié de tout ce que je touche. C'est le cas aussi, par exemple, ça a été plus ou moins le cas aussi pour Magus, en fait. Magus, c'est pas moi qui suis allé le chercher, en fait. Il m'a été proposé, par le traducteur, Florian. Et pareil, en fait, je gagne pratiquement rien puisque au lieu de simplement lui filer quelques miettes, on fait un partage égal des bénéfices. Donc c'est pas rentable pour moi d'éditer des autres parce que j'essaye de pas les exploiter. Mais ceci étant, et puis après en plus j'ai tendance à être un peu chiant et du coup à vouloir que ce soit enfin le jeu soit de qualité, que la traduction soit bonne et cetera et cetera. Donc ce qui veut dire que ça me prend aussi beaucoup de temps pour faire du boulot d'édition derrière, pour mettre tout ça d'équerre et cetera et cetera. Donc ouais. Et puis, typiquement, je parle de Magus, mais la maquette de Magus a été aussi, m'a aussi pris pas mal de temps, parce elle était assez compliquée, parce que c'est un très joli jeu de paysage, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, ouais, il est assez sympa. Donc du coup, si tu l'as en physique, c'est avec Groliur, ce qui permet de l'ouvrir beaucoup plus facilement ouais, il y a une spirale, effectivement. Ouais, 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 il est pas mal. Je crois en gros, effectivement Magus et en plus compliqué, t'as Chronique d'un vampire millénaire, tu vois. Et donc effectivement, Magus est une bonne porte d'entrée, je pense, pour les JDR solo. Et c'est pour ça que c'était intéressant aussi c'est pour ça que je l'ai publié en gros. Donc ça arrive, c- ouais, ça arrive donc on me propose des choses, c'est assez rare. Et en règle générale, c'est vrai que c'est plutôt, en fait, je peux presque pas trop le faire parce que comme je n'exploite pas les auteurs que je vais publier, financièrement, enfin, typiquement en gros, l'année dernière a été une catastrophe financière pour moi, en fait. Je suis très très mal financièrement. Là, avec Passion de la Passionnette que je viens de sortir, avec Hearts of Woollin à la rentrée que je vais sortir, je pense que financièrement, ça va aller mieux. Mais du coup, sortir des jeux comme ça, Magus a été ma seule sortie l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Euh, et en fait, c'est pas rentable et du coup, je peux pas, enfin, je peux pas vivre avec ça. Donc, du coup, si vous avez des jeux que vous voulez, voilà, qui cadrent avec effectivement la ligne éditoriale un peu alternative que je propose, voilà, effectivement, ce serait avec grand plaisir que vous pouvez venir discuter avec moi. Mais effectivement, d'une certaine manière, je peux pas trop le faire non plus parce que bah, enfin, je vends pas suffisamment à côté de ça ailleurs mes autres jeux pour pouvoir prendre le luxe d'éditer quelqu'un d'autre en gros. Parce que voilà, je veux pas vous exploiter. Mais après, si vous voulez, voilà. Et je refuse aussi, hein, enfin, genre, il pourrait y avoir des gens qui disent, mais ouais, j'adore ce que tu fais, me paye pas, etc. Je refuse ça en fait. C'est non. Voilà. Donc tout ça fait que voilà, c'est le problème d'avoir un peu des principes aussi, et ce qui fait que je peux pas vraiment faire ça. Donc ça arrive assez rarement de toute façon, mais voilà, finalement c'est pas trop rentable pour moi de le faire de toute façon. Du coup, tes multiples casquettes, auteur, traducteur, éditeur, t'as eu une formation pour ça? T'as travaillé dans le milieu de l'édition? T'as eu une formation dans le milieu du livre ou de l'écriture ou autre ou pas du tout? J'ai une formation universitaire en droit de la propriété intellectuelle et nouvelles technologies, donc pas du tout, pas du tout. Mais par contre, le truc c'est, oui, OK, ça fait déjà presque 10 ans que je fais ça. Avant ça, je participais à des concours de création de jeux de rôle, genre les Démiurges en herbe, les trucs comme ça, les Royal Rumble et compagnie. Donc clairement, faut pas me regarder là maintenant et comparer ce que vous faites vous si vous démarrez maintenant, parce que vous avez quelqu'un qui fait ça depuis à peu près 20 ans. Alors effectivement, ça fait 10 ans, pratiquement 10 ans que je fais ça en pro. Et clairement, si tu regardes ma maquette sur Passion de las Passiones, qui est
absolument magnifique. Mais du coup, ça m'a permis de progresser aussi, de m'intéresser sur des choses en termes de maquette. Je suis pas développé sur exactement ce que c'est, mais c'est du grid layout. Donc voilà, en gros, ça permet de faire une maquette un peu comme un magazine. En gros, j'ai pompé Marie-Claire honteusement, j'ai regardé un peu comment il faisait, etc., etc. Euh, mais euh, mais du coup, enfin voilà, faut pas comparer ce que je fais maintenant avec vous. Si vous démarrez, si vous voilà, vous avez pris un logiciel de PAO et vous vous lancez, vous allez forcément pas faire la même chose. Et c'est normal. J'ai démarré moi aussi et quand j'ai démarré, j'ai fait les mêmes choses que vous. J'ai foutu des fonds parchemin pour me dire voilà, c'est médiéval fantastique, donc je fous un fond parchemin, c'est magnifique. Je suis trop fort. Ok. Mais voilà. Mais du coup, c'est pas le cas. J'ai pas de formation de graphisme, mais voilà, ça fait quelques temps déjà que je fais ça. Et effectivement, en gros, il y a eu des étapes. Souvent, il y a des projets sur lesquels, en gros, je sens que j'ai progressé. J'ai senti que j'ai progressé en termes d'édition. Magus m'a fait progresser en termes de maquette. Effectivement, Passion de la Spationnesse m'a fait progresser en termes de maquette, etc., etc. Donc voilà, on pexe petit à petit et on fait des choses de plus en plus compliquées. Clairement, il faut pas regarder Passionnel Passionness et se dire, enfin, le Kellren qui se lance qui va faire The Sprawl, il faut pas qu'il regarde la maquette de Passionnel Passionness et il faut pas lui dire, vas-y, fais la même chose, parce que ça, je me serais tiré une balle dans la tête. Mais voilà, mais tu progresses petit à petit et puis tu fais des choses de plus en plus compliquées et puis ça passe quoi. Donc voilà. Donc j'espère que ouais, j'arrive maintenant à faire des choses. Enfin, j'irai pas jusqu'à me qualifier de maquettiste, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont fait des formations, tout ça, et donc c'est toujours un peu de maquettiste ou de graphiste. Enfin voilà, je bidouille un peu sur tout ce qui est maquette et graphisme. Je pense que voilà, j'arrive à faire des choses qui sont propres et j'en suis assez fier, mais ouais, ça se fait, tu progresses petit à petit et ça se fait étape par étape. Ne pas se lancer dans des gros trucs dès le début, quoi. Du coup, quand tu fais de la traduction, est-ce que tu as accès au fichier source de l'éditeur ou de l'auteur qui a créé la VO et tu peux te baser dessus et juste ajouter le texte que tu traduis, ou est-ce que tu es obligé de repartir de zéro et de fabriquer aussi la matière? En général, oui, tu demandes ça. Après, il y a plusieurs choses. Typiquement, la VO de The Sprawl, à l'époque, elle n'était pas terrible quand même. Donc du coup, j'avais demandé à Gwenel Warno Moustrap, qui est lui pour le coup, qui est un très très bon maquettiste, graphiste, illustrateur, vraiment, enfin, extrêmement talentueux. Je passe le bonjour au passage. Qui Du coup, on lui avait demandé de faire une maquette pour la VF. Donc, du coup, on n'a pas repris la maquette de la VO. Mais en règle générale, ouais, tu as accès à ces maquettes-là. Passion de la Passionnesse, par exemple, j'ai pas du tout repris la maquette de la VO parce que je la trouvais assez triste, alors que le jeu est vraiment super sympa. Elle est très sobre, très sage en fait. Et je voulais quelque chose d'un peu plus sexy, quoi, en quelque sorte. Et donc je l'ai complètement refaite. Magus, je l'ai refaite parce que Magus, à la base, c'était fait sous PowerPoint, je crois, par Mamatos. Et je travaille pas avec PowerPoint. Donc du coup, je l'ai fait sous un vrai logiciel de PAO. Et du coup, c'est beaucoup plus propre. Mais donc ouais, normalement, tu as accès effectivement au fichier de maquette. Mais le truc, c'est plutôt les ressources graphiques, les illustrations qui sont intéressantes. Pas forcément tant que ça la maquette. Euh, enfin, ouais, les illustrations qui sont importantes à récupérer. Des fois, tu as des mauvaises surprises. Ça a été le cas pour SIG, par exemple. Si on reste 5 secondes sur le graphisme, par exemple, les illustrations de SIG, mais ça arrive très souvent, en fait. Ça arrive très souvent dans pas mal de jeux. Les graphistes ne savent pas ce qu'est le print, ils savent pas ce que c'est l'impression. Et du coup, tu as besoin d'une qualité qui est bien supérieure dans l'impression pour pouvoir imprimer les illustrations. Ce qui fait que souvent, tu te retrouves avec des illustrations qui sont pas d'une qualité suffisante, qui sont pas d'une définition suffisante pour pouvoir être imprimées. Donc ça, c'est le problème en fait avec tous les illustrateurs graphistes web qui connaissent pas le print. En fait. Voilà. Donc tu as des fois des mauvaises surprises quand tu tombes sur les illustrations et que tu te rends compte que ton illustration, si tu veux l'imprimer, ça va faire 3 cm sur 3. Tu dis, bah, c'est pas possible. Donc comment tu fais?
Donc voilà, ça fait partie des choses assez amusantes et un peu toutes les compétences que tu acquiers petit à petit quand tu fais de l'édition en jeu de rôle. Mais ouais, sur Sig, il y a eu un gros travail d'édition, effectivement du texte. Et il y avait des soucis. Déjà, c'était pas très clair, je trouve, dans le bouquin de base. Alors déjà, il y a un gros truc, c'est que Sig, à la base, pour bien expliquer comment en VO comment ça existe, Sig à la base, c'est un jeu sans MJ qui Jason Pitre en sort une première version. Il fait un Ouais, c'est ça. Ensuite, il fait, je crois, un Kickstarter pour une version un peu plus, enfin, augmentée, quoi, avec des participations, avec voilà, des trucs comme ça. Exactement. Ouais, ouais. Mais, mais toujours donc en version sans MJ. Et ensuite, il sort effectivement la version Forgée dans les ténèbres. Donc, qui vraiment, c'est euh, effectivement, c'est Blades in the Dark, mais dans l'univers de Planescape, en gros. Mais le truc, c'est que tu as des choses qui étaient décrites et expliquées et qui sont indispensables. Alors, si tu connais Planescape, tu vas avoir aucun souci. Mais si tu connais pas Planescape, si tu connais pas Sigil, si tu connais pas tout ça, tu as des choses qui sont expliquées dans les bouquins précédents, mais qui n'ont pas été repris dans la version anglaise, dans la version Forgée dans les ténèbres, quoi. Et parce que ça reste un petit bouquin, finalement, c'est pas un gros bouquin dans la VO. Mais moi, en tant qu'éditeur VF, effectivement, ma je me demande comment on fait. Et du coup, j'arrive à la conclusion que on va faire un seul et unique bouquin. Donc c'est pour ça que le bouquin VF fait 400 pages, je crois. Du coup, c'est un bon pavé, mais tu as tout dedans. En gros, bon, les deux bouquins et demi, puisque bon, le premier bouquin et le deuxième bouquin, il y a pas énorme de différence en vrai. Mais voilà, il y a quelques petits trucs du premier bouquin qui ont été repris, mais très très peu en vrai, puisque finalement le vrai bouquin c'est le deuxième. Mais entre le deuxième et donc le troisième, là, il a fallu faire une réunion, effectivement une fusion, un peu comme dans Dragon Ball Z, clarifier, rajouter des exemples, voilà, rajouter des exemples, etc., etc., être beaucoup plus pédagogique. Parce que, en fait, un des gros trucs qui est assez important à comprendre aussi, c'est que le marché anglo-saxon, les anglophones, ils ont l'avantage que les jeux forgés dans les ténèbres, les jeux propulsés par l'apocalypse, tout ça, les jeux Belonging, What's Belonging, enfin, tous les systèmes de jeux dont j'ai parlé, en fait, en gros, ils sont bien plus connus. Voilà. Alors que dans le monde francophone, tu dis on va faire un bob, là, les gens ils vont, tu vas voir un blue screen quoi quand tu es face à toi. Donc voilà, donc tu peux pas te permettre d'avoir la même. Tu le vois, tu as beaucoup de jeux qui sont sortis et qui sont du coup très très fins en VO, en version anglaise, mais tu peux pas te permettre le même luxe en VF parce qu'il faut être pédagogique, il faut expliquer. Voilà. Donc tu dois rajouter du matos. Et ça, par exemple, typiquement, tu peux avoir certains éditeurs anglophones qui comprennent pas en fait que oui, il y a un besoin de modifier ce que vous avez écrit pour l'adapter en fait au public francophone. Et ça, ce concept d'adaptation, certains ont du mal. Du coup, parfois, ça se passe mal avec les détenteurs ou détentrices de la VO quand tu parles de modifications qu'il faut faire ou de vouloir ajouter des choses pour justement le public français. Ça dépend. Bon, moi, après, je me plains pas. Hein, je peux vraiment tomber sur typiquement Jason Pitre, absolument génial. Enfin, du coup, il est pratiquement pu tout faire. Et du coup, alors, parce que c'est super intéressant parce que c'est quand même c'est gagnant-gagnant en fait. C'est-à-dire que du coup, je sais que Jason travaille sur une nouvelle édition de Sigle la Cité des Lames, mais en VO quoi. Mais du coup, qui naît justement de tout le boulot que j'ai fait sur la VF, parce que du coup, ça l'a peut-être inspiré ou il a vu des trucs, enfin voilà. Mais bref, mais du coup, ça peut le lancer sur une nouvelle édition. Donc c'est un travail un peu de symbiose quand même malgré tout. C'est assez intéressant même pour les éditeurs anglo-saxons, quoi. Mais ouais, après, typiquement, Amish Cameron, justement, sur The Sprawl, on a eu une liberté totale. Enfin, il a été super cool. Encore une fois, comme on est quand même dans un petit milieu avec des gens qui sont quand même très humains, c'est pas des méga corporations en face de toi. Donc, tu as quand même énormément un côté humain et des gens qui comprennent quand tu leur expliques qu'il va falloir adapter. Ce serait intéressant de rajouter des choses, etc., etc. Donc, enfin, ouais, j'ai pas d'exemple vraiment. Enfin,
je vais pas donner des exemples, mais t'es pas bridé. Ouais, ouais, ouais. La plupart sont extrêmement compréhensifs et donc extrêmement cool. Donc, et c'est toujours un plaisir du coup de bosser avec eux. Bah, typiquement, passion de Las Pasiones était admirable. Enfin, je veux dire, il y avait eu beaucoup de boulot. Bah, de toute façon, il a mis quelques années à sortir. Donc tu sens qu'il y a eu un bon boulot dessus. Donc, il y avait pas grand-chose à retoucher. Donc, je crois que ouais, la première version, celle à laquelle j'ai joué, c'est le 2017. Je crois que 2020, c'est la version Ashcan justement. Et là, la VO, elle est sortie il y a un an, je crois, un truc comme ça, peut-être. Donc, euh, donc, ouais, ça a un peu vécu. Il y a eu des changements, etc. Mais du coup, là, ouais, la version finale est propre, relativement propre, quoi. C'est un texte relativement propre, donc il n'y a pas énormément de boulot dessus, un petit peu, mais bon, parce que ça, il y a toujours, enfin, je veux dire, on n'est pas non plus, faut être clair, ça reste quand même des jeux, ça, c'est pas Wizard of the Coast, t'as pas eu 5 éditeurs qui sont passés dessus, enfin voilà, donc il y aura toujours des petits trucs qui vont pas et que du coup tu repères quand tu bosses dessus, lors de la traduction. Surtout qu'en plus, comme je suis traducteur, donc je bosse beaucoup sur un je connais vraiment bien le texte, quoi. Donc je vais remarquer pas mal de choses au final. Mais ouais, Passion de las Pasiones, propre. Mais effectivement, des fois, tu vas tomber sur The Sprawl était très propre aussi. Il y avait quelques petits trucs, quelques petites modifications, petites choses, mais pratiquement que dalle en vrai. Euh, et voilà. Donc ça dépend après. Et évidemment, des fois, tu peux pas trop non plus faire de modifs. Du coup, les autoristes des VO doivent être super contents de tout le boulot de tabac pour encore améliorer leur jeu. J'espère qu'ils le sont, ouais. Surtout que en régional, je me prends la tête à leur remonter toutes les. Bah, souvent, c'est plutôt des questions des fois. En gros, tu remontes des incohérences, donc du coup, tu poses des questions puisque tu dis en gros là, il y a, un- il y a, un- il y a, un- il y a je pose une question parce que il y a un truc bizarre. Donc c'est ça. Pour pouvoir traduire, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que voilà. Mais ouais, après. Euh, des fois, ils ont pas non plus énormément le temps, malheureusement. Mais donc là, par exemple, Amish et Jason, par exemple, ont été super disponibles. On a pu discuter là-dessus. Ils étaient disponibles pour répondre aux questions, etc., etc. Mais évidemment, c'est clair que tu peux tomber aussi sur des gens qui ont pas le temps, quoi, parce qu'ils ont énormément de trucs. Eux aussi sortent des choses, donc ils n'ont pas forcément le temps de revenir sur un ancien projet qui pour eux est derrière eux. Et puis ils sont pas forcément la personne compétente qui connaît vraiment bien le jeu à disposition. Bref, donc c'est pas toujours possible. J'espère que ça leur est utile. C'est pour ça qu'en régional, je fais cet effort de remonter les choses que j'ai pu voir. Mais puis parce que j'ai besoin de savoir si je peux modifier, parce que j'ai l'impression d'avoir vu quelque chose qui allait pas et donc il faut le corriger. Mais voilà. Mais ouais. Mais typiquement, à nouveau, je vais insister sur donc Hamish Cameron pour The Sprawl et Jason Pitre pour Sig à des seigneurs, des princes. Enfin, ça a été un plaisir de bosser avec eux, incroyablement disponibles, etc., etc. Enfin, donc voilà. Et encore une fois, c'est aussi l'idée pour tous les gens qui ont acheté en VO, de leur fournir une bonne raison de repasser à la caisse et d'acheter un truc que finalement ils ont déjà eu, quoi. Donc, soit tu rajoutes des trucs, soit tu as une meilleure version. Enfin, après, je sais que tu avais justement, Amish Cameron disait que la VF était la meilleure version de The Sprawl à un moment. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc, j'étais assez content de ça, voilà, que effectivement, j'avais repéré tous les trucs qui pouvaient pas aller. Il y avait parce que en gros, il y avait des fois des reprises dans le texte, mais sauf que tu avais une ancienne version et du coup, ça n'avait pas été impacté sur la suite. Donc, du coup, tu avais des incohérences en gros, ce genre de choses. Mais donc, ouais, tu en gros, tu te fais chier à faire du bon boulot et c'est vrai que c'est agréable quand tu as des gens qui le remontent et surtout, en plus, c'est la personne qui, en fait, qui est quand même un peu l'auteur du jeu, quoi. Et du coup, j'espère qu'ils sentent qu'il y a quand même énormément d'amour, parce que tu passes énormément de temps dessus et du coup, j'espère qu'ils le prennent pas mal, quoi, quand ils remontent. Mais encore une fois, ça me semble normal vu notre niveau. Enfin, on n'a pas des centaines de playtesters, on n'a pas des dizaines de personnes à chaque étape de la prod. Donc forcément qu'il va y avoir des trucs qui passent. Ça, je pense que c'est important parce qu'effectivement, quand tu bosses surtout quand en gros tu fais tout toi-même, il y a un moment où tu en as marre déjà
tu détestes tu détestes ce sur quoi tu bosses, t'en as marre, t'as juste envie de finir. Tu vois plus rien. Et de toute façon, c'est marrant. De toute façon, t'en as marre, t'as juste envie de finir. Voilà. Et puis de toute façon, il y a aussi c'est un peu la solitude de l'auteur en fait. Et du coup, c'est le moment où tu peux justement rompre cette solitude, c'est quand tu fais appel justement à un éditeur. Donc effectivement, relecteur éditorial en gros, pas maison d'édition, mais du coup effectivement l'éditeur dans son rôle de relecteur éditorial. Et je pense que c'est extrêmement important. Et donc du coup effectivement, moi, même si je suis aussi éditeur, mes textes, je les fais relire par un lecteur éditorial autre. Et donc je fais appel à, en général, à un très bon ami, effectivement, qui s'appelle Benjamin Coupy, Macbeth. Donc on a des échanges de bons procédés, c'est-à-dire que je m'occupe de la maquette, du quarantenaire, du recueil de scénarios pour le quarantenaire donc, bien entendu le drôle, de la cour de Perron. Et, et en gros, voilà, en échange, il relit mes textes. Et, et donc, ouais, je fais clairement appel à lui. Ça me permet d'avoir un œil externe. En plus, comme on est amis, il sait qu'il n'a pas besoin de prendre particulièrement de pincettes dans ses relectures. Donc, je sais que s'il y a un truc qui ne va pas, par exemple, j'ai aussi fait appel à lui pour Berlin 18. Du coup, c'était aussi de la création, hein, finalement. Et donc, du coup, pour avoir vraiment quelqu'un qui vienne me dire si ça va, ça passe, ça a l'air bien, etc. Et surtout qu'en plus, il est et on a un peu les mêmes goûts, on va dire. Donc, on est à peu près sur la même tendance. Et en plus, ouais, c'est un chieur de qualité. Enfin, voilà, il est encore un peu plus perfectionniste que moi, mais voilà. Mais donc c'est parfait. C'est tout ce dont j'ai besoin chez un relecteur éditorial. Donc oui, faites appel à quelqu'un, faites un relecteur éditorial, pas juste un relecteur orthographique. Et du coup, c'est vraiment un métier. Donc c'est pas juste, même si vous le mettez sur Itch.io, etc., vous allez avoir des retours. Des fois, c'est important, mais c'est pas forcément les mêmes retours qu'un éditeur. Et donc c'est Et du coup, quand c'est de la création ou quand tu n'as pas accès aux illustrations de la VO, comment tu fais pour justement trouver des illustrations pour illustrer les jeux que tu crées ou que tu traduis? Alors, ça, le problème, effectivement, c'est que contrairement à nous autres pauvres auteurs de texte, les illustrateurs, ils arrivent à bien mener leur barque effectivement, et à demander à être payés décemment. Donc, ce qui est pas le cas pour les textes en règle générale. Donc, il faut avoir un budget pour avoir des illustrateurs. Et du coup, bah, moi, j'ai pas de budget. Donc, effectivement, c'est aussi pour ça. Donc effectivement, quand je fais des financements participatifs, là, je peux prévoir un budget, mais j'évite de faire des financements participatifs, donc j'ai pas de budget. Ce qui veut dire que ça me pose un problème d'un point de vue éthique. Donc effectivement, les financements participatifs, je vais pas développer plus. Je pense que maintenant, on a à peu près conscience des problématiques d'un financement participatif. J'ai bien conscience des avantages d'un financement participatif, hein. J'en ai fait 2, bon bref, donc je connais. Mais c'est effectivement énormément de stress. C'est extrêmement compliqué aussi quand tu fais de la création, et en plus dans le milieu francophone, parce que, enfin, je veux dire, quelle reine sort un nouveau jeu? Enfin, tout le monde s'en fout, quoi. Comment est-ce que tu vas peut-être réussir? Tu vois que les financements participatifs, ça réunit, pour les indés, hein, je parle, ça va réunir genre 200 personnes, peut-être 250, 300. C'est un immense succès, 300 personnes. Tu peux pas financer un jeu avec ça, quoi. Et donc du coup, c'est un peu un problème. Et en plus, se rajoute à ça le fait que je fais de l'impression à la demande. Donc du coup, c'est pas un format qui me permet de faire un financement participatif. Il faudrait juste que ce soit un financement participatif pour le PDF, en gros. Je peux pas financer un jeu comme ça, quoi, clairement. Donc, ouais, et puis évidemment, ça prend du temps, c'est du stress. Et en gros, il faut avoir un budget d'avant, puisque il faut que tu aies déjà tes illustrations, plus ou moins, ou en tout cas certaines. Tu peux faire un Kickstart, et c'est cool d'avoir un kit de découverte, mais ce qui va vendre, ça va être principalement des illustrations, quand même, effectivement. Mais ouais, donc tout ça pour dire que, ouais, pour toutes ces raisons et plus, si affinité, j'arrête enfin, je fais pas, même si ce serait effectivement la meilleure chose à faire. Mais voilà, encore une fois, de la même manière que je vais pas exploiter les auteurs que je vais publier, je vais pas faire de financement participatif. Je sais que c'est pas ce qui est intéressant financièrement pour moi à faire, mais voilà, bon, tant pis. Donc ouais.
Donc pas de budget pour l'illustration, ce qui veut dire comment tu fais? Donc moi je suis pas illustrateur non plus, je suis un peu graphiste, donc je peux faire un peu des trucs, je peux, heu, alors ça permet de parler ouais voilà, c c'est ça, ce genre de choses. Parce qu'après donc du coup tu vas avoir tu peux dire: «Bah ouais, mais il y a les IA maintenant, tu peux faire des illustrations et cetera». Mais justement voilà, voilà justement, bah non, non. Là, c'était le moment où je disais tout le mal que je pense des IA et qu'Elren était à peu près d'accord avec moi, mais je vais pas, j'ai tout perdu de l'enregistrement, donc je vais pas m'amuser à vous dire à nouveau tout le mal que je pense des IA, mais ça pose plein de problématiques, que ce soit éthique, écologique, bref, les IA, c'est de la merde, j'aime pas ça. Ah bah c'est du vol, ouais, clairement, ouais. Ouais, ouais. Ouais, puis tu peux très bien juste décrire, bah, votre le prisonnier, c'est The Rock avec une barbe blanche et cetera et tu le même effet, tu vois? Donc bref. En plus, tu as des magnifiques illustrations de Guillaume Jantet dessus, donc de quoi tu te plains? Tu as tout ce qu'il te faut, tu as pas besoin d'IA. Tu un illustrateur talentueux. Ouais, donc pour toutes ces raisons, effectivement, voilà, mais donc quand même si tu as pas de budget, il y a des moyens pour illustrer effectivement, mais du coup, ça fait partie du comment dire? Des contraintes que tu vas avoir pour la création de ton jeu, en fait. C'est-à-dire déjà réfléchir avant même la conception du jeu à: «OK, qu'est-ce que je vais avoir comme ressources disponibles?» Et du coup, à quoi je vais pouvoir faire appel? Hem, Par exemple, pour Passionné de la Passionnesse, c'est que des illustrations libres de droit, et quelques-unes effectivement, mais en gros, c'est des, même en VO, c'est des illustrations libres de droit, en gros. Ouais, ouais, majoritairement, effectivement. C'était, bah, ouais, ouais, je pense que c'est peut-être Avatar qui a aspiré toute la thune et du coup, Passion de las Pasiones, c'est il y a un peu moins de ressources. Ouais. Donc, 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 mais effectivement, quand j'ai eu, un peu cette révélation de: «Oh, il faut que je fasse une maquette, magazine», en fait, du coup, après, ça m'a permis effectivement de dire: «OK, donc il faut que ce soit graphiquement qu'il y ait beaucoup d'illustrations». Mais du coup, il faut que ce soit des illustrations libres de droit avec des personnes latino dedans. Et donc, bah, ouais, après tu perds beaucoup de temps enfin tu investis beaucoup de temps dans la recherche d'illustrations et cetera. Non, 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 mais après il y a quelques sites il y a quelques sites où il faut aller effectivement, qui sont a priori sûrs, mais effectivement, faut bien regarder un peu partout, quoi. Après ça reste, donc déjà dans Passiones Passiones, c'est des photos en gros, donc pas des illustrations, pas des images, donc du coup c'est un peu pour l'instant, il y a pas trop de les IA ont pas encore trop touché à ça. Et sur les illustrations, effectivement, ça se repère encore, hein, suffisamment. Enfin, il y en a certaines où tu repères, même quand tu as mis, genre pas d'IA, il y en a certaines, tu vois que c'est quand même des IA. Mais c'est vrai que ça se repère, quoi. Puis c'est un style aussi. C'est vraiment un style, il y a une uniformité dans le style. Ouais, il y a des artefacts, des anomalies, des trucs comme ça, bref. Tu repères, quoi. Donc comme je disais, des fois, tu as des mauvaises surprises. C'est-à-dire que tu te rends compte que les illustrations sont pas au bon format, pas de bonne définition. Ah bah non! Non mais l'illustration originale n'a pas la bonne définition. C'est ça, quoi. Typiquement sur Six, c'est le cas, quoi. C'est ça. Bah, ça arrive. Bah, quand tu sais pas, tu sais pas, quoi. Ça peut arriver. Bref. En tout cas, puis après, il faut aussi donner le bon format. L'illustrateur, il peut pas savoir, il fait une illustration, peut-être que, voilà, si tu lui as pas donné le bon format, bah, voilà. Donc tu vas avoir des fois des mauvaises surprises comme ça. Et donc, bah, du coup, tu vois, il faut bricoler, quoi. Donc et du coup, j'ai appris à bricoler pendant toutes ces années. Comment tu fais? Tu vas vectoriser pour agrandir et cetera, ou tu vas essayer de retoucher, tu vas essayer de bon, tu fais ce que tu peux, quoi. Mais tout ça, donc ça, c'est plutôt des mauvaises surprises et c'est en général assez dur à corriger par derrière. Alors que c'est plus simple justement, typiquement donc je reprends l'exemple de Passion Passiones. Quand tu sais à l'avance ce que tu vas faire, ça te permet du coup de en gros de gérer toute cette phase de préparation. Parce que si tu te retrouves avec alors voilà, voilà j'ai mon idée je vais publier mon jeu, il est comme ça, tu as tes illustrations, tu as la mauvaise surprise, du coup, tout tombe à l'eau, quoi. Donc, mais c'est plus simple justement quand tu as prévu, quand tu sais ce que tu vas faire, enfin voilà, quand tu bien géré ton projet, et que tu as tout prévu à l'avance, c'est beaucoup plus simple, quoi.
Donc, mais voilà, ça fait partie effectivement des joies de la vie d'un éditeur indé, quoi. Débrouille avec, tu bricoles, quoi. Tu essayes de faire ce que tu peux avec, parce que t'as pas le budget pour. Du coup, tes jeux, on les retrouve où? En fait, on l'a pas dit aux gens. Où est-ce qu'on retrouvait tous tes jeux? Pour les PDF, je suis sur Itch.io, je suis sur Lulu aussi quand même malgré tout, et je suis aussi sur DriveThru. Donc, mais effectivement, idéalement passer plutôt par Itch.io pour le PDF. Et et puis ouais, pour l'impression à la demande, effectivement, Lulu. L'impression à la demande, ça a le grand avantage de pas avoir à avancer de l'argent lorsqu'on est le créateur qui va faire imprimer ses livres. Mais il y a aussi d'autres inconvénients, dont un prix unitaire plus élevé, une qualité qui est parfois un peu moindre par rapport à une impression classique. As-tu déjà réfléchi à passer par une impression plus classique? Alors, encore une fois, oui, ce serait bien. Il y a énormément d'avantages, effectivement, à avoir une impression classique. Encore une fois, on est quand même sur des petits tirages, donc c'est toujours un peu le souci. C'est-à-dire qu'idéalement, il faut faire 250 tirages. Des fois, j'ai des jeux qui vont pas avoir 250 ventes, donc ventes papier, hein, du coup, hein, on parle. Donc clairement, exactement. C'est c'est du stockage, c'est de la logistique, et ça m'emmerde de faire cette partie-là. Et puis, bah, après aussi, voilà, il y a on peut espérer peut-être, que, du coup, ça évite d'imprimer pour rien plein de trucs. Enfin bref, il y a aussi un peu des considérations écologiques. Je sais pas ce qui est le mieux. Faire de l'impression à la demande, idéalement, il y avait, sauf en cas de gros succès, le fait que seuls les gens qui veulent vraiment imprimer impriment, finalement, surtout s'il y a moins de 250 exemplaires, c'est peut-être plus écologique de faire de l'impression à la demande. Je sais pas trop. Du coup, j'imagine qu'en passant par l'impression à la demande, tu te coupes du circuit traditionnel et des boutiques spécialisées. C'est compliqué effectivement pour les boutiques, notamment parce que, bah, pour qu'elles vivent, il faut qu'elles prennent une grosse marge, et du coup, c'est vrai qu'en impression à la demande, donc si elles se prennent une grosse marge, et cetera, enfin, c'est pratiquement pas intéressant pour moi de vendre, en boutique. Mais bon, après voilà, c'est intéressant quand même de soutenir les boutiques, puis c'est quand même intéressant d'avoir aussi, d'être présent en boutique, pour que les gens découvrent, en fait, que les gens connaissent. C'est pas j'ai Enfin, je suis pas suffisamment connu pour, ouais, en tout cas à l'époque, pour intéresser les boutiques. J'avais pas de contact avec les boutiques, donc il y avait pas d'intérêt, je pense, je pense pas elle l'aurait pris. Mais après voilà, là actuellement, des fois, je rentre en contact avec des boutiques, et en gros, elles passent par Lulu pour imprimer. J'ai eu récemment un peu un souci là-dessus justement, mais en gros voilà, heu, c'est rare quand même d'avoir des boutiques qui sont intéressées. À moins, enfin voilà, juste à moins de leur proposer et de gagner absolument rien dessus. Mais du coup, c'est très dur d'avoir, des boutiques qui sont intéressées, qui vont te prendre même en ayant une marge qui, à mon sens, serait relativement décente. Mais après, il faut dire ce qui est. J'ai l'impression que pour les boutiques, c'est pas la joie non plus, quoi. La période économique est pas folle, folle, quoi. Et donc, bah, ça impacte aussi sur les boutiques. Alors, il y a eu un impact aussi sur nous, les créateurs, enfin, tout ce qui est impression, et cetera. Typiquement Lulu, les frais les frais ont augmenté. Du coup, c'est un secteur qui va un peu mal quand même. Et évidemment, quand tu es un petit, bah, voilà, tu pas de trésor, t'as pas les reins pour supporter ça. Et les boutiques restent quand même des petits, quoi. T'es pas du tout disponible en boutique du tout. C'est chez certaines boutiques, si. Donc, il y a Trollune, Philibert, enfin voilà, il y a quelques boutiques qui sont quand même, qui sont, comment dire? Intéressées par les indés, quoi, et qui proposent. Mais, voilà, ça reste, et bon, après il y a aussi la question de ça prend du temps de les contacter, qu'elles te répondent et qu'on se mette d'accord et qu'on arrive à faire un truc. Enfin voilà, donc tout ça, c'est du temps en fait. Encore une fois, quand tu es tout seul à tout faire, il y a des tu es obligé de partager, et La discussion est déjà bien longue. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose avant de te remercier pour cet entretien et de te laisser créer des jeux? moi je pense qu'on a à peu près fait le tour. On voulait peut-être juste, enfin, très rapidement, dans les créations, il y avait peut-être, aborder, donc le projet Silo, effectivement le truc que je voulais, le truc sur lequel je vais bosser par la suite, et peut-être aussi parler rapidement de Cœur de Hearts of Wulin, en fait, à la rentrée. C'est peut-être juste les
2 futurs projets, ouais. J'ai pas forcément grand-chose non plus à dire, surtout sur le projet Silo. Hem, je vais déjà parler de Hearts of Oulin, en fait, qui est en gros un jeu propulsé par l'Apocalypse qui permet de faire du wuxia. Donc si vous vous souvenez de Chin, si vous vous souvenez de tous ces jeux-là, en gros, ça permet d'émuler Tigre et Dragon. C'est vraiment ça, quoi. Il y a ce côté, Heu, on va combattre à l'épée, mais ce qui est important, c'est nos sentiments en vrai. Et on va régler notre amour, notre devoir, notre rivalité, et c'est ça qui est plus important en en combattant en marchant sur l'eau et cetera et cetera. Bref, donc il y a tout cet aspect-là, donc il est extrêmement sympa. Ça fait, avec Passion de las Passiones, ça a été alors lui, je le connais depuis longtemps. Mais il est sorti plus récemment aussi. Mais, mais du coup, ça fait avec Passion de las Passiones, c'est un jeu auquel on a beaucoup joué l'année dernière, qu'on continue de jouer d'ailleurs aussi, cette année. Vraiment excellent, qui est un gros, gros coup de cœur. Donc a priori, là, je finis la traduction, donc je pense qu'elle devrait, heu, ça va attendre la rentrée, quoi, mais à la rentrée, il devrait y avoir la VF, effectivement. Il y a des suppléments et cetera, donc ça aussi, c'est prévu par la suite. Donc voilà, donc ça c'est Cœur de House of Moon qui est vraiment, qui est vraiment très, très, très sympa, que je conseille abondamment. Ouh là, je suis perdu. Le jeu, c'est Heart of Wulin ou Cœur de Wulin? C'est quoi le nom du jeu? Ouais, parce que le titre va être traduit, c'est pour ça. Mais du coup, pour que les gens savent comme la VF n'existe pas encore, c'est Hearts of Wulin en VO. Intéressant ça de traduire aussi le nom du jeu et pas seulement le contenu. Pour avoir un nom vraiment VF. Par contre, pour The Sprawl, t'as pas traduit. The Scroll, c'était compliqué à traduire. Il y avait pas trop, ouais, il y avait pas trop, ça avait pas trop de sens de le traduire. Hearts of Wulin, je pense que ça peut se traduire. Après, j'ai pas encore rendu ma traduction auprès de l'auteur, donc ça se trouve, il va me dire non pour la traduction du titre. Je sais pas. Donc peut-être que ça va être Hearts of Wulin, donc c'est pour ça. Mais de toute façon, vous connaissez pour l'instant Hearts of Wulin, si vous devez chercher, regarder, vous intéresser, etc. C'est Hearts of Wulin. Peut-être que ça sera Cœur de Wulin à la sortie. Peut-être pas, on ne sait pas encore. Mais bon, là, je finis en tout cas la partie traduction. Mais ça devrait sortir pour la rentrée. Donc ouais, juste très sympa. Le truc, c'est que j'ai fait un moment donc j'ai regardé une série télévisée qui s'appelle Silo. Je sais plus qu'à un moment, il y a quelqu'un qui disait: «Ah, qu'est-ce que vous avez regardé comme série télé récemment?» et cetera, et j'avais dit, voilà, je parlais de Silo, qui est une série télé qui est très sympa, que je vous conseille de regarder. Elle est vraiment, vraiment très sympa. Donc en gros, l'idée, ça se passe dans un silo, d'où le titre. Donc c'est une société un peu oppressive, et cetera, mais voilà. Donc je vous invite à le regarder, c'est très sympa. C'est basé sur des bouquins. C'est sur Apple TV+. Donc il y a une première saison et il y a eu la deuxième saison a été renouvelée. Donc même si vous regardez juste la première saison, je pense que ça se tient. Ça finit sur un peu une sorte de cliffhanger, mais ça se tient plutôt bien. C'est incroyablement bien joué. Enfin, c'est très, 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 très sympa. Et je trouve que ça cadre bien à du jeu de rôle, en fait. Et j'avais commencé en gros, étrangement, pour une fois, j'ai commencé par faire des concept art, en fait, et donc c'est du coup les trucs que j'ai un peu diffusés. J'avais un peu cette vision effectivement en gros, un peu de la présentation du livret de personnage avec la tête du personnage. Je voyais voilà, ce sera juste là. Hem Et du coup, ouais, graphiquement, de faire quelque chose de spécifique avec une couleur, enfin voilà, avec une bichromie assez intéressante. Puis voilà, la prés C'est moi ou il y a une petite vibe Morgborg? pas exactement, non. Dès qu'on fait un truc un peu graphique, c'est genre: «Ah, c'est Mark Borg». Non, c'est pas exactement la même chose quand même. Non, pas tout à fait. C'est ça. «Ah, il y a des couleurs? Tu as des couleurs? C'est Mark Borg, du coup». Non, pas exactement, mais voilà. Et puis il y a une bichromie effectivement qui était assez forte, assez prononcée. Donc il y avait ça et aussi une illustration qui est en ASCII en fait. Du coup vraiment,
donc reprendre une image libre de droit et la basculer en ASCII, qui fait un truc assez sympa en fait, et du coup qui correspond un peu à cet univers. Donc voilà, donc j'avais en gros, justement puisqu'on parlait des ressources graphiques, ça me permettait de figer un peu mon besoin en graphique et donc de savoir que, OK, je peux sortir le jeu puisque je peux l'habiller graphiquement. Donc c'est important. Donc ça veut dire que je peux faire développer le texte puisque, je vais pouvoir habiller graphiquement tout ça. Parce que si tu sors juste un texte avec que du texte, les gens vont ça va pas marcher, je pense. Je pense que les gens vont avoir du mal. Donc c'est important de réfléchir en amont à un peu tout ça, et donc d'avoir une réflexion un peu projet quoi, parce que j'ai été un peu chef de projet, donc du coup c'est des réflexions que je vais forcément avoir. Donc savoir graphiquement comment ça va se passer, dès le début, bah, ça permet de savoir si tu peux te lancer dans le projet ou pas. Donc du coup, en gros, j'avais mon feu vert, mental sur OK, si j'ai envie, donc c'est pas encore, j'ai pas encore écrit le texte, il y a plein de questions que je me pose encore sur le jeu en tant que tel, mais en gros, j'ai un peu un feu vert. Je pense pas forcément. Ce sera peut-être plus soit justement soit un belonging, soit un card from Bridlewood. Donc voilà, donc une sorte de cousin, des PBTA, malgré tout, mais voilà, pas un PBTA pur jus, a priori. Donc voilà, ça va être voilà, mais après il y a encore plein de questionnements et du coup j'ai pas encore vraiment réfléchi, au jeu en tant que tel. Mais du coup, c'était surtout pour moi, ce qui était important, c'était d'avoir un jeu qui parlait de lutte contre l'oppression, de résistance et de rébellion, en fait. Et clairement, en fait, du coup, avec je l'ai écrit, il y a enfin, ces concept art et ces recherches, en fait, c'était il y a quelques mois, en fait, que j'ai commencé là-dessus. Et effectivement, l'actualité, en gros, a un peu rattrapé tout ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai envie et j'ai un besoin, de sortir un jeu qui va aborder là-dessus. Je pense qu'aussi les prochains jeux que je vais aller chercher en VO, je pense que ça va être aussi un peu des jeux, qui vont parler de ça, qui vont parler de lutte, de résistance et de soulèvement, enfin de résistance à l'oppression, et cetera, et cetera. Donc, je pense qu'il y a aussi ce besoin-là qui s'ajoute. Tu as déjà pensé à créer ton système de A à Z plutôt que de prendre un PBTA ou un autre système existant et de l'adapter à ta sauce? Alors déjà là-dessus, je suis pas forcément complètement d'accord. Typiquement sur Dominion, genre, tu prends pas un PBTA quoi. Dominion, j'ai créé le système, donc du coup, tu crées le système quoi. Apocalypse World et les dérivés apportent quand même une certaine structure de base sur laquelle tu te bases. Ouais, vaguement, ouais, c'est des principes. J'en ai fait, hein, des jeux comme ça, notamment sur Tipeee et Patreon. Mais en fait, le truc, c'est que tu gagnes du temps énormément, quand tu pars sur une base comme ça. Ça va pas forcément encore une fois, ça veut pas dire que tu as tout fait, mais c'est vrai que ça permet d'avoir une vision, déjà d'avoir une vision des en gros, tu as les murs quoi, en quelque sorte. Tu sais où tu vas aller. Tu as du boulot à faire, mais tu as quelque chose de solide sur lequel tu peux te baser et c'est assez utile. Je sais pas si on n'en a pas trop parlé, mais c'est assez utile quand tu es, enfin, tu vois, quand tu un peu tout seul à avancer. C'est le genre de truc, tu peux facilement être démotivé, et cetera, et cetera. Et d'avoir déjà une base solide sur laquelle tu peux construire, je conseille. C'est bien, ça permet d'avancer. Question qui n'a rien à voir, je passe carrément du coq à l'âne, mais pourquoi ce pseudo de Kelren? Pourquoi Kellren? Alors, en gros, à l'époque, quand j'ai commencé à être sur internet, on je faisais une partie du jeu de rôle des Terres du Milieu et donc je me suis ouais, le vieux JRTM. Moi, j'ai débuté sur Rollmaster, donc voilà, donc mais bref, toujours est-il que, je m'inscris sur la première fois sur internet et je m'inscris sur la cour de Béron, en fait. Et du coup, j'ai besoin d'un pseudo. Et donc, c'est la première fois que j'ai besoin d'un pseudo. Et donc, j'avais pas de pseudo, hein, évidemment. Hem et du coup, vu que c'était JRTM, la cour de Béron, c'était quand même tirage, et cetera. Donc c'était clairement, très Tolkien et que je faisais une partie de JRTM et en fait, en vrai, j'écrivais une nouvelle, basée
une sorte de compte rendu un peu, mais via un personnage en fait qui était le personnage qui racontait les histoires des PJ. Et donc j'ai pris le nom de ce personnage. Donc a priori, si je dis pas de bêtises, Kelren, effectivement, je l'ai construit avec en prenant un peu des noms tolkieniens. Donc voilà, donc ça vient de là en fait, ça vient de mon inscription sur la cour de Béron au début des années 2000, dans ces eaux-là, quoi. Ouais, ça doit être ça, 2000. Donc voilà, donc il y a pas vraiment de, donc il y a pas vraiment de, il y a pas vraiment de raison super absolument géniale. Et du coup, je l'ai gardé par la suite parce que quand je participais à des concours de création de jeux de rôle, je concourais sous pseudo puisqu'on était sur des forums, donc je conservais toujours le même pseudo de forum. Et donc quand j'ai basculé professionnel, j'ai conservé mon pseudo en me disant que peut-être j'avais un début de notoriété. Ouais, en tout cas, merci beaucoup pour certaines interviews. C'est vrai que j'ai peu, ouais, c'était pas un souci. De toute façon, j'ai tendance à être bavard, surtout qu'en plus, comme j'en ai assez peu finalement, je suis assez peu invité, donc ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter, en plus de pouvoir discuter ouais, de création, d'édition, etc. Pas juste, tu vois, venir vendre ma soupe. Ouais, de bitcher un peu surtout. Enfin voilà, de discuter un peu jeu de rôle et pas juste de venir vendre ma soupe parce que bon, c'est vrai que c'est sympa, mais c'est vrai que c'est plus cool c'est cool, c'est gentil. Merci, j'essaye d'en vivre et donc c'est dur. Donc, toute vente, tout achat est vraiment aide beaucoup. Non, pas vraiment, non. Non, non. C'est clair que, enfin, c'est très, très, très dur. Et comme je le disais en plus, en fait, il y a une, du coup, on va déborder encore un petit peu. Il y a une, il y a, il y a quand même un côté, il faut constamment produire en fait. Il y a une sorte de spirale de là, il faut produire, il faut sortir, il faut vendre. Après, clairement, le meilleur choix effectivement, c'est d'être informaticien de jour et puis de temps en temps de bosser un peu sur ton jeu et de le sortir, hein. Faites ça si vous pouvez, faites-le. Mais voilà, après quand on n'a pas la possibilité, quand c'est vraiment son boulot alimentaire, c'est effectivement c'est énormément d'angoisse et une vie extrêmement dure, et une vie extrêmement précaire. Effectivement, les artistes de manière générale, pas seulement dans le milieu du jeu de rôle, mais c'est vrai, encore plus dans le milieu du jeu de rôle, puisqu'on est extrêmement mal rémunéré. Ouais, c'est une galère sans nom. Donc, et c'est voilà, pensez à tous ces artistes soutenez-les dès que vous pouvez, quoi, évidemment. Encore une fois, c'est dur pour tout le monde, donc c'est compréhensible que vous puissiez pas, mais si vous pouvez, et je vais peut-être juste en parler rapidement aussi. Il y a pas que le soutien financier qui est important. Comme je le disais, le fait que typiquement je suis assez peu à faire de la communication, à faire de la promotion, ça me prend du temps et du coup ça m'empêche d'avancer sur les jeux puisque quand tu fais la promo, tu peux pas créer, etc., etc. Et quand tu crées, tu peux pas faire de la promo. Donc ouais, n'hésitez pas à promouvoir les gens, à parler des jeux des petits jeux, des petits auteurs indés auxquels vous avez pu jouer. N'hésitez pas à en parler sur les forums, sur les réseaux, liker, republier derrière, partager, etc. C'est extrêmement important parce que sinon, autrement, il y a plus que, on parle plus que des gros jeux, quoi, en fait. Et c'est un appauvrissement en termes de culture. Typiquement, on a parlé d'insurrection. C'est très bien, justement, de mentionner tous ces jeux-là. On parlait de l'Insurrection, qui est un jeu de rôle de Melville Tilpulven, illustré mis en page par Wilka Bourdin. On joue justement des histoires de révolution. Je rebondissais sur les envies de jeu de Kelren, parler de révolution, tout ça, mais j'ai peur que ce qu'on en ait dit est coupé au montage, donc j'en reparle là vite fait. C'est un Bob, ça a l'air vachement chouette, et voilà. Parce que il y a peu de gens qui vont en parler. Donc voilà, mettez 5 étoiles et postez des commentaires. Enfin voilà. Et c'est aussi important, c'est aussi un soutien et moral et en termes de visibilité. Et ça soulève. Ouais, voilà. Juste au moins faire ça, effectivement. Voyons petit, ouais, voilà. Mais déjà faire ça, c'est extrêmement important et ça aide énormément, quoi. Donc, et d'ailleurs, merci à tous ceux qui le font, qui soutiennent, qui partagent, etc. Effectivement, ça, surtout quand on commence à faire ça depuis très longtemps vu les temps qui sont durs, c'est vrai que c'est extrêmement important. Donc,
Voilà. Merci beaucoup. En parlant de partage, tu es aussi la personne qui partage très régulièrement les codes de promotion pour Lulu.com, la plateforme d'impression à la demande que tu utilises pour tes livres, qui fait régulièrement des petites promotions et tu partages les codes de réduction très régulièrement. Merci à toi. Il y en a toutes les semaines, mais je le fais que tous les 15 jours quand il y a la plus grosse promotion. Mais ouais, effectivement. Bah, après, si vous achetez pas d'impression, faites de l'impression à la demande, ça va pas trop vous intéresser. Mais ouais. Ouais. Surtout on essaye ouais, de parler un peu de tout ce qui peut sortir. Enfin, j'essaye des fois aussi de promouvoir un peu les autres. Je sais qu'il y avait, ça fait un bail qu'il n'y a pas eu la semaine des 5 étoiles ou des trucs comme ça, mais voilà, des fois je parle aussi un peu des jeux qui sont sympas. J'avais participé à la semaine des 5 étoiles sur Itch. Le principe, c'est de mettre 5 étoiles à tous les jeux qui nous plaisent. Parce que ce qu'il faut bien comprendre pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'en fait, sur Itch.io, l'algorithme il est un peu éclaté au sol. Si on met moins que 5 étoiles, ça va desservir le jeu. Parce que c'est classé en fonction du nombre d'étoiles et que du coup, si on a une moyenne plus basse que 5 étoiles, et ben on n'est pas mis en avant, on est relégué au fin fond d'Itch.io, alors que si on a que des 5 étoiles, c'est bon. Donc voilà, si vous aimez un jeu, mettez 5 étoiles. Si un jeu, vous le trouvez sympa, mettez pas 4 étoiles en vous disant 4 étoiles c'est quand même pas mal, c'est plus que la moyenne, c'est bien. Non, Itch.io ne le mettra pas en avant et ça va au contraire desservir la personne qui a créé le jeu. Ouais, c'est la même logique qu'un peu pour pas mal de choses, hein, genre pour les Uber, pour les trucs comme ça, enfin pour quand tu as eu des calls, enfin si jamais tu as travaillé, tu connais un petit peu si tu as travaillé en call center et des trucs comme ça, c'est pareil en fait. Si tu mets moins de 5 étoiles, si tu mets moins que la note maximale, en fait, ça pénalise la personne derrière. Donc s'il vous a plu, voilà. S'il vous a pas plu, vous mettez rien. Et puis s'il vous a plu, s'il est juste, ouais, ok, il est cool. J'ai bien aimé le lire, j'ai bien aimé y jouer, enfin cool. Je soutiens. Vous mettez 5 étoiles. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment très binaire, effectivement, mais Après, il faut aussi penser à aller noter les jeux, quoi, parce que il y a des fonctionnalités sur Itch pour savoir les jeux qu'on n'a pas notés, mais c'est pas toujours évident, surtout quand tu prends des méga bundles pour certaines occasions, comme les Cyberconf ou les causes palestiniennes ou je sais pas quoi, et du coup tu achètes entre guillemets plusieurs centaines de jeux d'un coup, et faut déjà avoir le temps de les lire, et puis après il faut aller les noter. donc effectivement sur Itch.io, il y a énormément de méga bundles comme ça pour des grandes causes. Moi, j'ai participé un peu sur pas mal de trucs. Il y a Palestine, il y avait c'est sûr, c'est sûr. Et après, bon, on va pas se leurrer, hein, dans les 600 jeux, il y en a peut-être pas, ils sont peut-être pas tous, vous allez peut-être pas mettre 5 étoiles parce ils sont peut-être pas tous très, très, très bons, mais c'est pas grave. Après, des fois sur Itch.io aussi, il y a un côté un peu expérimentation, donc faut aussi, faut suivre ça. Ça m'est arrivé de créer juste la page projet d'un jeu alors qu'il n'était pas encore terminé, de le mettre sur Itch.io pour déjà avoir une page quoi, sur Itch.io et puis présenter mes premiers brouillons. Ouais, après c'est un peu dommage parce qu'il vaut mieux, bon après on va pas rentrer dans les discussions d'Itch.io, mais il vaut mieux le sortir une fois qu'il est plus ou moins sorti quand même, je pense, pour apparaître à ce moment-là. Bref, mais bon, peu importe. Mais ouais, en tout cas, merci beaucoup. C'était super, super plaisant de pouvoir discuter. Non, merci à toi et encore une fois, désolé pour le foirage complet de l'enregistrement. C'était une discussion très intéressante. Malheureusement, une partie de cette discussion restera dans mes souvenirs puisque j'ai foiré l'enregistrement, que j'avais pas toutes les parties où je parlais moi et que du coup, j'ai dû supprimer une grande partie de la discussion quand je ne pouvais pas reconstituer mon enregistrement. Quand je ne savais pas à quoi tu réagissais, voilà, j'en ai perdu une partie. J'espère néanmoins que ce petit moment restera à la hauteur de tes attentes et que les gens qui regarderont ou qui écouteront cet entretien apprendront des choses parce que, en tout cas, moi, j'ai appris pas mal de choses. Merci beaucoup, Kelren, et à plus.